Ou encore bonsoir à toi qui nous rejoins pour ce 4e épisode d'Entre les cases. Aujourd'hui, cet épisode est dédié à Steren, une jeune artiste rémoise. Bon, je te laisse avec la suite. Ah bah bonjour. Salut. Alors, peux-tu te présenter en quelques mots? Facile, Juliette Baïk, alias Steren, autrice de BD depuis 5 ans. Plutôt jolie. Dessinatrice, coloriste. Effectivement, oui, alors faut faire tout le palmarès. Dessinatrice, coloriste, assistante coloriste il y a quelques temps, co-scénariste pour un prochain projet dont je parlerai plus tard. Et puis bah, c'est pas mal déjà. Et tout bon. Quel est ton parcours et comment es-tu arrivé dans le monde de la BD? Ouf, t'as une demi-heure devant toi? Oh ouais, On a le... on coupera. Non, pour le coup, à la base, je m'étais mise dans l'animation parce que mes parents sont artistes tous les deux, un photographe, un graphiste. J'ai traîné mes patounes dès l'âge de... quand j'ai commencé à lire, en fait, à lire des BD, regarder des films, des films d'animation, tous ces trucs-là. Jouer aux jeux vidéo. Et bah, ça m'a passionnée. Et du coup, bah, je me suis dit que j'aimerais bien en faire mon métier, mais je savais pas trop quoi faire. Donc, je suis allée au lycée art plastique. J'ai fait 9 heures d'art plastique par semaine, j'ai fait plein de trucs qui n'avaient aucun sens entre eux, mais je m'amusais bien. Puis je me suis dit que j'allais continuer, et puis je suis allée au Gobelin pendant 1 an. Puis je me suis rendu compte que l'animation, c'était pas trop pour moi, parce que c'est plus de l'ingénierie graphique que de la créa, voilà. Ça manquait un peu pour moi de liberté, c'est-à-dire que c'est très intéressant, il y a plein de trucs, mais là on faisait de la physique, on faisait bon, l'anatomie c'est primordial, mais c'était pas ma vibe. Travailler avec beaucoup de gens, sans espace de créativité, sans choisir les projets sur lesquels tu bosses, ni les sujets, enfin, c'était pas ma came. Donc j'ai fini mon année, et puis comme je savais pas trop si je voulais changer de voie complètement ou pas, je m'étais dit que j'allais faire une école qui faisait mi-animation, mi-entraînement de dessin traditionnel, avec beaucoup d'anatomie, beaucoup de tout ça. Donc je me suis dit, bah, let's go. Puis en fait, cette école a coulé le 2 septembre. Donc je me suis retrouvée un peu le bec dans l'eau à 19 ans. Je me considérais un peu jeune pour faire une année sabbatique. J'avais un peu la flemme de perdre 1 an de ma vie. Puis je vivais à Paris, donc il y avait eu des chances que je doive bosser pour payer mon loyer. Donc j'avais peur de tomber dans la vibe du je bosse et finalement je travaille pas sur ce que je veux. Donc j'ai cherché les écoles qui prenaient encore. Et là-dedans, j'ai vu une école qui s'appelle l'Académie Delcourt, à l'époque qui s'appelait l'Académie Brassard Delcourt, qui prenait encore potentiellement des appels. Donc j'ai appelé le directeur qui m'a dit bah écoute, viens demain, montre-moi ce que tu fais, on verra. Ok ? J'y vais. Alors sachant que le jour où j'ai appelé et le jour où je suis arrivée, je me suis blessée entre les deux, j'ai fini à l'hosto, j'ai perdu mon pouce droit. C'était pas top. Je suis arrivée en retard, avec 1 pouce en moins et un bouc taille grand aigle. Donc pour ceux qui voient pas, c'est plus grand que A1. Donc c'est vraiment très grand. C'est-à-dire qu'il me fallait un truc pour le porter, pour rajouter à mon bras. Et je suis arrivée dans cet état-là et le gars m'a dit « Oh bah écoute, j'ai pas de problème à ce que t'incorpores l'école ». Sachant que les autres se connaissaient déjà, avaient déjà fait la soirée d'un thé. Bref, je suis arrivée comme un cheveu sur la soupe. Puis j'ai kiffé et je suis restée là. Et c'était vachement bien. J'ai fait 3 ans là-bas et après donc j'ai bossé dans la BD directement. Comme quoi le culot, ça va. Là c'était vraiment du pif. Et donc du coup, si tu n'étais pas dans la BD, qu'est-ce que tu ferais? Aucune idée. Très sincèrement, j'en sais foutrement rien. J'avais bien aimé travailler dans la restauration, mais je pense que j'en aurais pas fait mon boulot. C'est trop stressant, c'est pas ma vibe. Faire une carrière complète, ça doit être compliqué. Ouais, petite, je voulais être cuistot. Sauf que pour le coup, je voulais faire des sculptures en sucre. Donc encore un truc ultra artistique. Et puis à 12 ans, on m'a dit, mais t'es une gonzesse, donc de toute façon, tu pourras pas être prise au sérieux dans ce métier. Le réalisme tape des fois, ça fait mal. Bah surtout que je trouvais ça très très con, surtout venant d'un mec, au final, avec le recul, qui donne des cours à des enfants de 12 ans pour apprendre à faire une tarte tatin, je pense qu'il est pas allé très loin dans sa carrière. Il aurait pu donner des meilleurs conseils. Bah c'était un peu, voilà, ça m'a un peu dégoûtée. Bon, j'aurais peut-être pu passer outre, mais finalement, le dessin ça m'allait bien, donc je suis restée là-dedans. Question suivante. D'où est-ce que tu tiens ton inspiration ou de qui? Est-ce qu'il y a des auteurs qui t'ont marqué, des œuvres qui t'ont marqué? Oh, t'as 3 jours devant toi? Non, pour le coup, ouais, beaucoup d'auteurs, mais pour plein de raisons.
Et j'en découvre encore qui m'inspirent encore pour le coup. J'ai commencé avec Loisel, assez classique pour le coup, un auteur connu dans le métier qui a fait notamment La quête de l'oiseau du temps pour ceux qui savent pas de qui je parle. Après, j'ai été beaucoup inspirée par, je sais pas si vous voyez ce que c'est Monster Allergy quand j'étais petite. Donc c'était il y a pas si longtemps, il y a peut-être une dizaine d'années, qui était une BD plutôt cartoon pour le coup, mais qui m'a fait rire dans le sujet. Ça parle d'un garçon qui voit les monstres et qui est allergique, mais il est le seul à voir les monstres et du coup à pouvoir les chasser. Donc il a tout le temps la morvonnée. J'aimais bien le côté un peu atypique et le personnage principal était vraiment une espèce de garçon manqué avec des gros chats et ça me faisait beaucoup rire. Voilà, sinon aujourd'hui je suis inspirée beaucoup par un de mes professeurs qui s'appelle Timothée Montaigne, ou Biker Team pour les intimes, parce que c'est un tatoué de partout, on dirait un biker des États-Unis, mais c'est un nounours adorable qui fait de super trucs. J'ai rencontré plein d'auteurs adorables. J'ai beaucoup aimé, quand j'étais plus jeune, Guarnido, qui m'a beaucoup inspirée pour l'aquarelle et autres. J'adore le travail d'Alix Gardin, j'adore notamment la BD Le Jardin. Ma BD préférée, c'est la BD de Polza, qui s'appelle Carnet de santé foireuse, qui est en gros l'histoire d'un homme qui a la maladie de Crohn et qui concrètement te raconte à quel point c'est la merde, mais avec humour. Et c'est vachement bien. Pour en avoir connu, c'est vrai que c'est une maladie. On voit les gens heureux, mais on se dit pas derrière les sacrifices qu'on doit faire à cause de cette maladie. Ouais, et puis là, l'homme le prend vraiment avec humour, c'est-à-dire que ce carnet, en fait, il a jamais été voué à la base à faire un livre, c'est qu'il gribouillait dans son carnet pour faire passer la douleur. Ah, merci Mordicus pour ce feat. C'est-à-dire qu'en fait, il était avec son petit carnet, ses crayons, et il passait sa douleur sur son carnet, c'est-à-dire qu'il y a même des moustiques écrasés qui ont été scannés et mis dans le bouquin. Mais ça me tue de rire, cet humour me fascine. Je trouve que le gars, il a vraiment une façon de te raconter un truc vraiment pas drôle, mais avec tellement d'honnêteté que ça en devient hilarant. C'est du scrap moustique. Voilà, non mais c'est presque ça, ouais, franchement. Donc voilà, et puis après, il y en a encore plein, mais je suis admirative encore une fois. Là, j'ai rencontré au Cabaret Vert la jeune fille qui a fait Vert, donc Marion Besançon. Une femme adorable et vraiment très douée, puis j'en découvre tout le temps. J'ai rencontré Jim Bishop. Quand j'étais petite, j'aimais bien Jean-Louis Tripp, mais je savais pas qui c'était. J'ai eu la chance d'y aller en stage à l'académie. La liste est infinie. Infinie. Du coup, là, il y en a beaucoup d'auteurs, beaucoup de genres. De ton côté, y a-t-il un genre que tu aimes lire mais que tu n'aimes pas créer? Le jeunesse peut-être, et encore c'est pas tout à fait vrai. J'ai plus de mal avec la jeunesse parce que... Pardon. Ils sont trop mignons. Tais-toi Mordicus, arrête. Pourquoi vous parlez pas de moi? Non, j'aime beaucoup la jeunesse et en vrai je pensais pas en faire un jour, puis au final ça s'est fait, et ça s'est bien fait. Parce que j'étais pas sûre de pouvoir traiter des sujets qui me plaisaient avec la jeunesse, puis au final si. Je crois que le porno, j'aurais du mal. Mais en même temps, je crois qu'on me proposerait un porno engagé, je pense que je serais pas gênée de le dessiner. Donc non, je sais pas. J'aime bien tout lire et tout faire pour les bonnes raisons. Façon de parler les choses. De façon opposée, est-ce qu'il y a un style que tu n'as jamais exploré mais que tu aimerais dessiner? Oui, mais ça va se faire donc je suis contente. Je voulais faire une BD sur le jeu de rôle, qui est un autre univers de ma vie. Et j'ai eu la chance, ou le coup de bol, je sais pas, d'avoir mes créateurs de jeux de rôle préférés qui, comme par hasard, ont passé une candidature pour leur BD. J'ai postulé, j'y suis allée au culot, j'ai gagné. Du coup, je me suis fait et des copains. Et en même temps, je vais pouvoir faire enfin une bande dessinée sur un univers que j'adore, où là, on parle d'armure, de fin du monde, et de pouvoirs liés à la machine et tout ça, avec des entités, des trucs que j'avais pas du tout explorés, mais que j'adore. Donc je suis contente, ça va se faire. Ça me fait penser à du Mad Max un peu, mais c'est peut-être pas trop le truc. Pas trop Non, le thème. c'est pas tout à fait ça. C'est plus... ça s'appelle Night. C'est édité par la première, et en tout cas la plus grande, je trouve, maison d'édition de jeux de rôle française. Et ça retravaille la légende arthurienne via des armures qui combattent les ténèbres, donc l'anathème dans l'histoire, qui a déjà gagné. C'est-à-dire que l'humanité a déjà perdu. Ah d'accord. On part mal de base. Et toute la planète a dû se reconstruire autour d'arches pour protéger les gens du désespoir que crée l'anathème. Okay. C'est-à-dire que l'espoir et l'art sont des moteurs importants dans le jeu. Donc du coup, c'est un projet à suivre d'Entremonde.
Ouais, Entre Monde Édition, et ça s'appellera du coup Night, probablement, avec un sous-titre. Et donc, bon, au niveau création de jeu de rôle, il y a également un remake qui devrait voir le bout de son nez. Effectivement, t'es trop au courant. Non, je vais faire un remake, parce que pour le coup, je suis dans une association de jeux de rôle qui s'appelle donc les Portes de l'Imaginaire, qui sont basées à Charleville, qu'on va aussi baser à Reims, en espérant que ça marche. Et en gros, c'est Casting the Runes, c'est un jeu de rôle dont on a racheté les droits, qui était basé sur le folklore horrifique du Yorkshire des années 40, je crois. Donc ça va parler de fantômes, de monstres, de créatures, de tout ce qui a inspiré notamment des esprits torturés comme Lovecraft, parce que oui, dans les auteurs que j'adore aussi, il y a Gutanabe qui a fait les remakes en BD de tous les chefs-d'œuvre de Lovecraft et qui a un talent dingue. Il y avait son expo à Angoulême l'année dernière, c'était fou, complètement fou. Voilà. J'imagine connaître déjà à peu près la réponse, mais est-ce que tu mets une part de toi-même dans les persos que tu dessines? Alors oui, et je le fais pas exprès. Ah, C'est pas du tout Je m'attendais exprès. à la réponse, mais pas à la double réponse Pas derrière. dans ce sens-là, ouais. En fait, ce qui est fou, c'est qu'on a tendance, notamment en tant que femme, enfin en tout cas moi je sais que ça m'arrive tout le temps, j'ai beaucoup de mal à faire une femme qui n'est pas dans ma morphologie. C'est-à-dire que dessiner une femme grande et fine, je vais avoir du mal. Alors que dessiner une fille de taille moyenne avec un peu de coussin, on va appeler ça comme ça, c'est plus simple, c'est plus naturel pour moi. Donc tous mes persos vont avoir tendance à être dans ma morphologie, par exemple. Après, je vais avoir envie peut-être de leur donner des personnalités qui sont différentes des miennes, mais il y a toujours un petit côté où on va se dire tiens, je te reconnais dans telle ou telle situation, mais parce que c'est naturel pour nous. C'est comme un homme va avoir plus de facilité à dessiner un homme et une femme. Ce qui est normal. Parce qu'en soi, on appréhende le corps et du coup, même si on s'entraîne à dessiner des hommes ou des femmes en fonction d'où on est, vous allez souvent voir, notamment dans les vieux comics, des mâchoires de dingo chez les femmes, avec une musculature de dingue, des épaules, on dirait des catcheuses. Et à côté de ça, vous allez voir beaucoup d'hommes avec des petits styles un peu efféminés. Généralement, chez les filles, ils sont un peu ronds, ils sont mignons, c'est beaucoup moins taillé à la serpe. Alors même si on s'entraîne pour pas trop que ça se voit, généralement, la plupart du temps, les créateurs vont vous dire que c'est plus dur pour eux de dessiner le sexe opposé que le leur. Même si les hommes ont quand même préférence à dessiner les femmes parce que c'est tout en rondeur, c'est plus simple. Mais naturellement, ils vont dessiner un peu à la serpe. Donc c'est un peu rigolo. Et après, je vais avoir tendance à dessiner mes proches aussi. C'est-à-dire que mon ex-compagnon se retrouve dans tous mes projets d'étudiante parce que dès que je dessinais un homme, je ne pouvais pas m'empêcher de dessiner un homme comme moi je voyais l'homme que je voyais le plus souvent. Et à côté de ça, quand je dessine un jeune garçon, je dessine mon petit frère. Instinctivement. Hein. Puis après, je regarde, je fais tiens, c'est fou, il y a comme un air. Mais Il te ressemble, rigolo. hein, regarde. Ouais, et puis bon, après, des fois, je le fais un peu exprès, et puis en même temps, c'est rigolo. Mais d'où l'intérêt de rencontrer plein de gens, plein de corps, et de faire des cours de modèles vivants, c'est que en fait, le corps est vraiment différent, donc faut appréhender d'autres formes de corps, sinon on fait tout le temps les mêmes personnages. Peut-être que Stanley était ultra musclé, en fait. T'imagines le premier dessinateur de comics? J'imagine la taille du gars. Un géant. Et on dit, ça aurait été très limité. Ouais, bon, en même temps, il n'y a pas beaucoup de pluralité. Enfin, mieux maintenant, mais au début, compliqué quand même. Alors donc du coup, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure avec les messages engagés, mais lesquels de tes œuvres portent un message? Toutes. Toutes celles que j'ai, entre guillemets, choisies à la base. C'est-à-dire qu'il y a des projets où on m'a demandé, comme un prestataire, de faire quelque chose. Là, bon, tu fais ce qu'on te demande, tu le fais au mieux, mais tu choisis pas le sujet de la BD. Ma première BD, elle est féministe. Elle parle du coup de moi, surtout de ma scénariste à l'époque et de ma scénariste aujourd'hui. Donc Florence Rivière, qui parle du coup de son vécu en tant que personne ayant vécu une relation toxique avec j'aime pas le terme pervers narcissique, mais c'est ce qui parle à le plus de gens. Avec justement ce côté d'emprise, on en sort, mais en fait non, on s'en sort pas vraiment, c'est compliqué, ça touche à des traumas, des choses dans le privé dont on n'aime pas trop parler, qui restent de l'ordre du privé, et du coup ça a tendance à ne pas sortir au grand public, on n'en parle pas trop, on essaie de rendre ça tabou. Nous on a essayé de faire un peu exploser tout ça. Ensuite j'ai fait, là pour le coup j'ai attrapé les wagons en marche, mais elle est quand même engagée.
L'incroyable aventure du cosmos ou La grande aventure du cosmos, qui parle là pour le coup de vulgarisation scientifique, mais avec une femme en personnage principal qui explique à un homme. Et on y tenait parce que c'est vrai que dans le milieu scientifique, et surtout le haut milieu scientifique, c'est difficile de voir des femmes aux commandes, c'est difficile de prouver que le sexe n'a aucun rapport avec ce qu'on fait. Et c'était aussi pour que des jeunes filles puissent s'identifier à un beau métier ou à des beaux métiers qui peuvent leur paraître fermés au premier abord. Alors souvent on me demande si j'ai inspiré le perso principal parce qu'elle est rousse. Pas du tout, hein. Je suis arrivée en cours de route, elle était rousse, c'est pas moi qui l'ai choisie, c'est comme ça. Je suis arrivée en cours de route. Mais donc Kristen, la scénariste, avait imposé justement ça pour les mêmes raisons que moi et on s'entend vachement bien. Et d'ailleurs on va sûrement faire une autre BD ensemble, là que sur les femmes dans le milieu scientifique, en retraçant la vie des femmes d'avant qui ont créé les premières choses qui ont donné ce qu'on a aujourd'hui, mais aussi celles d'aujourd'hui avec des interviews, des possibilités probablement de discuter de leur vie, de leur parcours, de ce qu'elles ont rencontré comme obstacle en tant que femmes, et parfois en tant que femmes d'origine étrangère, qui ne sont pas blanches. Est-ce que ça a changé quelque chose? Probablement, la plupart du temps oui, mais du coup ce sera à elle d'en parler. Et après j'ai fait Le Défenseur des arbres. Donc, le titre parle de lui-même, c'est la lutte écologique avec Thomas Braille, qui est donc un homme qui a dédié sa vie aux arbres et à la création d'une association justement écologique qui défend les arbres contre création de routes, le côté trop industriel, trop automatique, et avec un biais écologique et éducatif pour les enfants. C'est l'homme qui monte aux arbres des fois pour les sauver contre les déracinements, tout ça. Exactement. Ouais. Il a créé les petits écureuils qui va justement monter de manière pacifique. C'est-à-dire qu'ils occupent les arbres, ils s'installent dans les arbres et tant qu'ils n'obtiennent pas gain de cause, ils peuvent faire la grève de la faim, mais pas toujours. Mais surtout, ils occupent l'arbre qui devrait être déraciné ou détruit. Voilà. C'est une belle cause. Ouais. Moi, à mon sens, c'est une belle cause. Après, chacun voit comme il veut, mais je trouve. Je suis assez d'accord. Surtout que là, c'est assez beau. Il a utilisé son fils comme avatar pour parler aux jeunes. Donc Jules, qui est notre héros, qui a la tête de mon petit frère. Du coup, c'est un peu rigolo, parce que j'y ai mis un peu ma patte aussi. Et c'est vrai que c'était chouette à faire, parce que c'est une cause qui... on en entend beaucoup parler, mais en termes de quoi faire, comment agir, c'est très vague. Ça peut aller de recycler ses déchets à vraiment s'imposer. Et je trouve que les écureuils, c'est plutôt chouette, je trouve... d'apprendre aux enfants à monter aux arbres, à apprécier les arbres, surtout qu'on a des doubles pages explicatives de pourquoi c'est important un arbre, parce qu'on nous fait tout un foin, gâche pas l'eau quand tu fais ci, prends pas de bain parce que c'est pas écolo, trie tes papiers, fais ci, fais ça, mais au final est-ce qu'on nous explique vraiment à quoi ça sert? Parce que pas trop, et puis surtout il y a plein de termes un peu techniques genre greenwashing. Expliquer ça à des enfants, c'est un peu complexe, ouais. Voilà, donc là on a essayé justement d'expliquer, ça pouvait aller jusqu'à du plus complexe pour les adultes, parce que c'est pas que pour les enfants, mais en même temps c'est un livre qui se lit à tout âge, parce que à quoi ça sert un arbre, à 5 ans on peut comprendre le concept, et en même temps on peut apprendre des trucs en tant qu'adulte. Moi perso j'ai appris plein de trucs, voilà. Bon, moi j'ai encore une des questions très longues. Ton processus créatif de A à Z. De A à Z? On a 6 jours si tu veux. Non, ça va. En vrai, ça c'est moins long. Ok. Il y a 4 étapes majeures. On commence toujours par... Alors le scénario, je le mets de côté parce que c'est jamais ma partie. C'est-à-dire que moi, c'est pas que je ne sais pas écrire, mais c'est un travail à plein temps qui nécessite beaucoup d'investissement. Et je considère que j'ai encore à me former sur la question. Donc les gens viennent avec un scénario déjà prêt ou une idée, mais en tout cas une histoire. La personne vient, on en discute, et si ça match, on va avoir l'occasion d'en discuter, parce que j'ai toujours eu la chance de travailler avec des gens ouverts. C'est-à-dire qu'on m'a jamais dit « c'est ça, tu fais ça, et c'est tout ». J'ai toujours eu des gens qui étaient plutôt dans le vas-y, on échange, on en discute, qu'est-ce que t'en penses, voilà. Et pendant que eux vont écrire, parce que pareil, écrire un scénario de BD, c'est pas écrire un roman. C'est-à-dire que vous allez devoir écrire pour que la personne qui vous suit puisse comprendre ce que vous voulez dire. Et comme le Bluetooth entre cerveaux, ça n'existe pas encore, il va falloir aider la personne à comprendre ce que vous visualisez. Parce qu'une BD, c'est certes une page qui va raconter une partie, un truc, en même temps il y a un découpage qui va là plus se rapprocher du film.
Donc il va falloir que vous, les images que vous avez eues pendant que vous écriviez, vous arriviez à les transmettre, ou en tout cas transmettre l'intention à votre dessinateur. Donc il faut écrire, et là pour le coup, c'est Jean-David Morvan qui m'a expliqué comment lui fait, puisqu'il travaille avec beaucoup de gens, très différents, et parfois même de cultures différentes, donc il faut se faire comprendre, avec parfois des personnes qui parlent pas forcément super bien ta langue. Voilà, faut que ce soit clair et précis. Donc le système, on va dire, qui marche entre guillemets à tous les coups, ça va être une forme de tableau, où vous allez mettre, par exemple, case 1, on est à tel moment dans la journée, il va faire, voilà, ça va être tel jour de l'année aussi, parce qu'en fonction de l'hiver, de l'été, pas la même chose. On va être dans tel type de cadrage, est-ce qu'on est loin, est-ce qu'on est près, est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça. Après, il y a l'action des personnages, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, et il y a qu'est-ce qu'ils se disent. Donc c'est où, quand, quoi, et qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se passe. Donc vous allez avoir lieu, action et discussion. C'est un peu comme un document de filage quand on veut faire une vidéo, tout ça, on a le texte, le plan, le montage à faire, tout ça. Exactement. Et le but du jeu, c'est soit vous faites totalement confiance à votre dessinateur et vous le laissez libre, soit il y a des cases. Moi je sais que notamment sur Tu n'auras pas mon silence, j'avais des moments où Florence m'envoyait des photos de référence en me disant « j'aimerais ce cadrage pour donner cette intention ». Et ça, c'est vachement bien, parce que du coup, nous, en tant que dessinateur, on va avoir notre idée du texte quand on va le lire, mais en même temps, si la personne elle a une idée fixe pour une raison précise, on peut pas avoir la même. Ou alors, par miracle, mais c'est rare. Donc il y a toute cette partie-là qui va prendre vachement de temps, et pendant que le scénariste fait ça, nous, on va faire ce qui s'appelle le storyboard. Donc là, c'est la même chose, mais dessiné, c'est-à-dire qu'on va faire le brouillon des planches, on va dessiner de manière la moins formelle, mais en même temps la plus claire possible. Donc ça va prendre du temps, ça va beaucoup être nécessaire de refaire, parce que ça peut ne pas matcher. Maintenant que je le vois, peut-être qu'on peut changer ci, peut-être qu'on peut changer ça. C'est là où il y a un vrai ping-pong avec le scénariste, et parfois l'éditeur, qui va lui aussi valider cette étape en me disant, lui avec son œil et son expérience va nous dire, là, je pense que ce serait plus cohérent comme ça. Donc voilà. Et après, il y a le crayonné, donc là c'est le dessin où on va poser tout ce qui est anatomie, perspective, tout ça. Ancrage, l'ancrage. Et après, il y a la numérisation et le nettoyage si vous ne travaillez pas sur votre tablette de base. Et après, il y a la couleur. Et après, il y a le lettrage, mais pareil, c'est un autre métier. Qui est, lui, pour le coup, assez méconnu. Mais en fait, faire un lettrage, c'est hyper important. Parce que ça va conditionner le sens de lecture du lecteur, mais aussi le sens dans lequel il va prendre les cases au fur et à mesure. Donc, si vous mettez une bulle au mauvais endroit, vous allez perdre le lecteur, et du coup, le dessin pourrait être magnifique, le scénario incroyable. Si c'est mal fait, c'est insupportable. Et surtout si le lettrage est moche. Parce qu'une police trop petite, dans des bulles trop petites, trop de texte, trop de ci, trop de ça, ça peut changer complètement votre expérience de lecture. Du coup, c'est un taf à temps complet. Et voilà. Et après, il y a le maquettiste, l'imprimeur, l'éditeur, le distributeur et le libraire. Et enfin, vous pouvez lire la BD. Beaucoup de boulot. Ouais, mais beaucoup de gens. Et ça, souvent, les gens ne se rendent pas compte. Pour eux, une BD, c'est un dessinateur, peut-être un scénariste. Et alors que c'est une chaîne incroyable et que s'il y a un maillon qui casse, la BD aura beau être incroyable à la base, ça ne marchera pas. Micro aparté. Mm-hmm. T'en penses quoi du comics sans MS? Ah ça te va? C'était assez imagé. Ça va. Un spécialiste du comics sans MS. Mais Dès non. qu'il peut en mettre, il en met. Mais non, pourquoi? Il y en a tellement Mais des je trouve ça belles. drôle. Ah oui, c'est drôle. C'est Oui, un gros Oui, troll. dans ça, là. Oui, dans ce sens-là. Oui, d'accord, mais si tu me dis que tu trouves ça joli, Non, tu non. sors de chez moi. Ah oui, non, c'est pas joli, mais On c'est avait drôle. un logo à faire. Ah non. On est obligé de tout surveiller parce qu'il peut en mettre partout sans qu'on regarde. Et il peut en mettre des fois sans s'en rendre compte, ou alors des polices qui s'en Non, rapprochent. je m'en rends compte quand j'en mets. Dit-il. Dit-il. En fait, c'est un traumatisme. T'as besoin d'exorciser, il y a un truc. Oh, je trouve que je suis un On le bipera celui-là. Surtout que pour le coup, aujourd'hui, il y a des super outils pour faire votre propre lettrage. Et ça, c'est cool. À part quand on oublie de faire les points, etc. Gna, 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 gna. Je l'ai refait, c'était très bien. Et en plus, j'ai pris celle d'Adèle parce qu'elle est vachement mieux. Oui, après, il y a la façon dont on écrit. Moi, j'écris de manière manuscrite, c'est-à-dire que dans les BD, si j'utilise ma typo, on dirait qu'on est dans un monastère et qu'on est en train de faire l'enluminure d'un truc. Donc ça va pas. Ça va pas. Et je peux pas apprendre à écrire autrement, donc j'ai une amie qui a... Elle fait sa typo, qui est très bien. Et du coup, elle m'a gentiment donné sa typo. Tu as vu, Quentin, il faut des polices qui se rapprochent du comics sans MS.
Bon, on a sauvé pour le projet, il n'y a pas de Covid. Ouais, attends, t'es pas à l'abri que ça arrive. Pour le Trop moment, l'honneur est sauf. Sur le diapo comme ça. Il va y avoir une slide quelque part en bas à la soutenance. Non mais c'est quoi ça? Vous pouvez expliquer? Ah non, Tu non. sais que sur ton croquis, il y aura écrit Vive le comics sans MS quelque part. Ça me va. Ça te va? Ok. Donc du coup, parce que du coup, ta spécialité c'est le dessin, mais as-tu différents styles de dessin ou... Oui. Chaque BD a son style. Parce qu'on peut pas... Alors on peut pas. Si on peut. Mais dans ce cas-là, ça sous-entendrait faire systématiquement le même type d'ambiance. Par exemple, un dessinateur qui va faire, par exemple, comme Guarnido, des Black Sad et autres sagas qui va se ressembler, il va garder le même style graphique parce que il est dans le même univers. Mais moi, je fais souvent des one-shots et du coup, chaque univers a son style parce que chaque univers a son lecteur, a son type de lecteur. Et du coup, on va légèrement s'adapter au sujet, même si, alors moi je ne le vois pas, mais je sais que mes amis le voient, on commence à reconnaître ma patte partout. Moi, je trouve que ça change. Après, je pense que c'est aussi une question d'habitude et d'œil. Ah, on a donc l'assistant plateau. Ah, Mordicus. Gentil chat. Oui. Ah ici, c'est l'amour des animaux. Puis ils aiment pas ne pas être au centre. Les chats en général, c'est vrai que... C'est vrai que c'est rigolo. Arrête de faire n'importe quoi. Tu vas faire n'importe quoi. Non. Reste là. Et on s'occupe pas de lui. Mais non, on s'occupe pas de toi, ça va pas, hein. Excusez-moi, monsieur le duc. Est-ce que tu peux nous faire une liste, bon pas de tout, mais de la majorité des outils que tu utilises? Papier, crayon, aquarelle, encre, beaucoup, porte-plume. Tu fais vachement de choses, hein, n'empêche, hein, tu touches à tout. Ouais, mais c'est tentant en fait. C'est un peu comme lancer un enfant à jouer club quand on a un artiste près de nous. C'est-à-dire qu'on l'emmène au Géant des Beaux-Arts, on le laisse 2 heures, il a pas bougé. Par contre, votre compte en banque, lui, il a bougé. Mais pour le coup, il y a vraiment un côté... Comment dire ça? Il y a vraiment un côté enfantin, je trouve, chez les dessinateurs de BD. C'est « Ouah, j'adore ce que t'as fait là, t'as fait comment? Ah bah vas-y, je vais faire pareil. » Et en discutant, en plus, la majorité des auteurs de BD sont des gens gentils. Donc, ils vont vous expliquer leur process et ils vont t'aider à essayer de l'adapter à ton style. C'est-à-dire que pour nous, il n'y a pas de souci. Enfin, une plume, c'est une plume, de l'encre, c'est de l'encre. Si je t'apprends à utiliser de l'encre, ça va pas faire du copier-coller de ce que moi je fais, puisque tu vas l'adapter à ton style. Donc, il y a vraiment cet échange de « Ah bah, tu utilises quoi comme encre, tu utilises quoi comme truc ?» Et il y a vraiment ce côté « Tiens, essaye !» Et c'est vachement sympa. Après, numériquement, je pense qu'on utilise tous plus ou moins la même chose. Photoshop, pour la plupart. Aujourd'hui, il y a eu plein de trucs différents. Il y a Blender qui commence vraiment à faire ses entrées. Il y a eu Clip Studio pendant longtemps, et toujours d'ailleurs, qui est très bien. Il y a, pour ceux qui utilisent des tablettes, c'est Paint, non, mais il y a... Procreate, merci. Ça va être à peu près ceux qui vont le plus ressortir. Et puis, c'est tout. Après, ça dépend du projet. La colorisation va souvent être numérique. Je rêve d'un jour où on me laissera faire ma colorisation en traditionnel, mais comme ça prend beaucoup plus de temps et qu'il y a des ratés potentiels. Voilà. Le matos, c'était plus court que que tout le reste, en fait. Ouais. Donc du coup, puis après tu fais beaucoup de couleurs également. Comment tu arrives à choisir les palettes? Comment tu détermines quelle couleur utiliser et pas l'autre? Alors, ça peut arriver que parfois ce ne soit pas moi qui trouve. Par exemple, ça m'arrive parfois d'avoir des stagiaires, notamment une, qui m'a beaucoup aidée sur beaucoup de projets. Et parfois, on va s'arracher la tête sur une page, on va pas trouver parce que parfois on va se dire plus il y a de couleurs, plus c'est joli. Mais en fait, non. Parfois, aller à l'essentiel, c'est plus intéressant. Donc on va utiliser une règle qui s'appelle la roue chromatique à la base, qui est assez simple. C'est-à-dire que vous prenez une couleur sur la roue chromatique, vous savez que la couleur qui va être en face en tirant un trait droit va être la complémentaire. Ça matchera dans tous les cas. Ça, c'est quand vous utilisez vraiment une palette très réduite. Après, vous avez forcément les couleurs qui sont à droite et à gauche de la couleur choisie, puisque c'est les couleurs qui s'en rapprochent.
Donc si vous utilisez par exemple, je sais pas, du bleu, vous allez aller vers le orange, ce sera la complémentaire. Vous pouvez donc prendre a priori un peu de rouge. Le jaune, ça peut le faire. Vous savez aussi que un peu de vert, un peu de bleu foncé, potentiellement un peu de violet, ça peut le faire. Après, parfois, vous allez avoir aussi ce côté, comme par exemple, je vais reprendre une BD qui a bien matché ces derniers temps, et que a priori beaucoup de gens voient, Madeleine, Résistante, dont vous avez déjà entendu parler, elle est toute en bleu. Alors déjà, le bleu, c'est une couleur qui va avoir des intentions. Le bleu, c'est une couleur froide déjà, mais en plus, c'est une couleur qui apaise. C'est à la base une couleur qui est faite pour... je sais pas, il y a comme une respiration. C'est pas pour rien, mine de rien, que le bleu est une couleur souvent appréciée, qui peut être parfois dans les salles d'attente de médecins. En fait, les couleurs n'ont pas simplement comme but de poser une couleur. L'herbe, c'est pas vert parce que c'est vert, c'est dans une BD, vous allez avoir la couleur qui va aussi vous donner, par exemple, l'heure de la journée. Vous allez avoir le début de la journée, vous allez avoir le fin de la journée, ça va pas être la même colorimétrie. Vous allez avoir aussi des couleurs à intention, donc par exemple le jaune, tout ce qui est couleur chaude, jaune, orange, tout ça, ça va être des couleurs qui vont donner soit la colère, soit l'amour, qui peut aller vers le rose. Voilà, vous avez toujours des couleurs qui de toute façon vont de base vous donner une émotion. Donc si par exemple vous voulez vous essayer, vous faites des illustrations, puis vous changez juste la colorimétrie par exemple en la passant de rose à bleu, elle va passer de romantique à potentiellement triste. Vous allez la passer de, je ne sais pas, de jaune à rouge, elle va potentiellement soit avoir l'air en colère, soit avoir l'air dans la timidité. Parce que c'est quelque chose qu'on nous a inculqué de base. Après, parfois, je demande l'aide notamment de ma stagiaire qui s'appelle Enola Ourlier, et elle sera contente d'entendre son petit nom, parce qu'elle taffe super bien déjà. Et je l'ai initiée justement à la couleur, et elle s'est tout de suite sentie à l'aise, et parfois elle me fait des propositions qui peuvent paraître saugrenues, mais en fait, elle a la bonne solution, parce qu'un œil neuf, parfois, ça fait du bien, quoi. Des fois, juste de demander, tu mettrais quoi là voilà. C'est vrai que quand t'as le nez dedans depuis des semaines, depuis des heures, tu vois plus... Ah, puis tu voyais ton truc à toi, t'étais là, non, ça marche pas. Ouais, en fait, on a juste envoyé baldinguer, alors qu'en fait, il suffit d'un œil neuf pour nous dire, essaye ça. Ah ouais, c'est une super idée. Notamment des coloristes comme Loïch sur Instagram, qui est une dessinatrice assez connue, qui fait beaucoup d'illustrations vraiment très belles. Elle fait toujours des palettes très réduites, mais dans plein de types différents. Donc moi, je m'inspire beaucoup aussi des palettes des autres. Quand je vois que ça matche bien, de toute façon, la couleur, ça s'invente pas. Donc à un moment donné, faut aussi s'inspirer, quoi. Donc y a-t-il une couleur que tu utilises majoritairement, que tu mets dès que tu peux? Le orange, mais je crois que je le fais pas exprès. Donc beaucoup le bleu, forcément. Et puis le bleu, c'est une couleur qui est facile, entre guillemets. C'est une couleur qui va bien à tout. C'est vraiment une couleur... Par exemple, vous mélangez du vert et du violet, vous allez avoir l'impression d'un truc un peu... Une BD qui est sortie comme ça sur les égouts et le toxique. Ça fait très toxique. On met violet-vert, tout de suite on a l'impression d'être dans un monde genre les bas-fonds d'Arcane, quoi. Tout de suite. Je ne peux pas m'empêcher de voir ça. Déjà, oui, Arcane, mais aussi... j'allais dire League of Legends en plus. Il y a un personnage qui s'appelle Twitch, c'est un rat qui vient des égouts. Voilà. Il est tout vert, il projette du vert et il est un peu violet, il a un manteau un peu violet-vert. C'est vrai que... Voilà, et instinctivement on va le sentir. Et c'est ça. Et la couleur, je trouve ça fascinant. Il y a beaucoup de gens qui nous disent la colorisation c'est du coloriage. Non, ils ont pas tort. Parce qu'en même temps, colorisation, ça fait un peu prout-prout de dire ça. Mais en même temps, on apprend plein de trucs par la couleur. C'est très important. Et notamment, Raphaël Ortiz qui travaille à The Tribe que vous allez rencontrer, il est daltonien. Il ne peut pas faire ses couleurs. Parce que le daltonisme fait que c'est un handicap. On ne peut pas être coloriste en tant que daltonien. Parce qu'on ne va pas sortir les couleurs de la même manière, puisque beaucoup sont bidouillés au niveau du spectre. Même avec des filtres pour daltonien, ça va quand même compliquer les choses de toute façon. Bon, lui, il a la chance d'avoir un super coloriste à ses côtés, donc il lâche la rampe et puis... Il me semble que maintenant, ils ont inventé des lunettes qui corrigent en partie certaines formes de daltonisme, pas toutes. Sûrement, oui. Mais c'est vrai que, imaginons, c'est chiant, quoi. On doit faire sa colorimétrie, hop, faut mettre les lunettes spéciales. Si en plus on a des lunettes de base... On verra ça avec lui directement. Ouais, on lui posera la question. Vous lui demanderez, mais pour le coup, je sais que lui, il fait majoritairement du noir et blanc. Et puis de toute façon, à The Tribe, il y a un coloriste majeur. Donc de toute façon, c'est lui qui a la main mise sur tout ça. Et qui le fait très bien d'ailleurs. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est une question parfois où on nous dit ouais, mais entre guillemets, la couleur, ça sert pas à rien, mais c'est un peu dénigré.
Alors que, bah non, c'est hyper important. Un bon coloriste, ça peut te changer une ambiance de BD. Et un mauvais coloriste, à l'inverse, ça peut tout ruiner. Et parfois même, faut aussi savoir en tant que coloriste, avoir le recul pour ne pas concurrencer le dessin. Si le dessin est très complexe, si on rajoute des effets complexes, parfois ça va juste abîmer le dessin et faire un truc... Alors que si on fait des trucs simples sur un dessin compliqué, parfois ça marche mieux. Bref, c'est tout un équilibre à avoir, c'est comme dans une cuisine. Hein. Vous avez quelqu'un qui fait la sauce, quelqu'un qui fait la viande. Si la sauce emporte sur la viande, c'est pas bon, et inversement. Donc c'est hyper important. Donc être coloriste, c'est cool. Bon, je vais tacler avant de passer à la suite. Nous, on a quelqu'un dans le groupe qui adore le vert, c'est pas pourtant qu'on a du rouge. Alors... Je sais pas qui regardait du coup. Puisque les trois se marrent. Bon. Dès qu'on fait quelque chose, il faut du vert. Bah, Non, mais du violet. C'est que j'aime bien simplement en ajouter quand je fais des tests et tout, parce que je me dis c'est ma couleur préférée, je vais mettre ma couleur préférée pour tester. Là, le projet au début était à 80% vert. Bon, maintenant, on est parti sur des couleurs plus pop. On peut voir un bleu, un rouge et un jaune. Bah, les couleurs primaires, quoi. Voilà. Là, ça marche toujours bien, mais c'est vrai que le vert, c'est une jolie couleur. C'est une couleur, je crois, qui pendant un temps a dû être la couleur de la paix, il me semble. On peut te montrer, hein, si tu veux, en vas-y. petit aparté, Vas-y, je veux voir. à quoi ressemble notre super C'est site. surtout qu'avec le vert, on avait mis du assez crème et du marron assez foncé, donc on était parti plus sur une DH assez pêche. C'est ce que j'allais dire, on est sur culture et... enfin, nature et culture, quoi. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? T'es pas obligé de mettre du rouge, tu peux mettre du orange. C'est ce qu'on a fait sur la couve du défenseur des arbres. Ça match bien. C'est bien le orange. C'est pas lui qui le fait. Son vert, son orange. Pour le moment, voilà, ça ressemble à ça. Ah oui, bah elle m'a montré, oui, effectivement. D'accord. Tu spoil tout en fait. Oui, j'ai tout en avant-première. Hein. Bon, il y a ça Bon, vous évidemment. agrandissez le logo à chaque fois que vous allez dessus. Exactement. Ça, c'est Séverine. Ça avance petit à petit, on fait des choses. Mais c'est bien. On n'a Franchement, pas. c'est une bonne idée. On fera là, j'ai rajouté un embed Spotify, peut-être que bientôt on aura quelque chose à mettre dedans, j'espère. Bah, Puis on a les articles, interviews, quoi. clairement. Mm. Ça peut être sympa. T'auras ta place dans les articles aussi, donc Ouais. c'est ça qui est bien. Ça va être sympa. Non, franchement, on essaye de faire vraiment quelque chose de customisé, de pas prendre un template déjà préfabriqué. Je me dis des fois que ça pourrait être plus simple, mais finalement, au moins, comme ça, on garde vraiment notre patte. Ça prouve au moins que le site, il est fait main, tout simplement. Clairement. Par contre, vous devriez éviter la typo jaune avec un fond jaune. Parce que du coup, il y a des lettres qui disparaissent. Ou alors mettre un cerné. Comme dans la BD, par exemple. Donc un cerné, c'est un trait pour ceux qui se demandent de quoi je parle. C'est pas les cernes qu'on a sous les yeux, c'est le contour des dessins. C'est l'ancrage, justement. Mais avec la plateforme, on est assez limité. Ah oui, je me doute. Et il suffit de l'écrire à la main, la typo. On y revient, hein. Tu True pourras story. faire ta comics en MS à la main. Tu pourras mettre ton nom dessus. Non, c'est bon. C'est un. La comics sans Quentin. C'est ce que j'allais dire. Ou la Quentin sans MS. La Quentin sans embed. Prochain projet. Oh non. Changement de DA du projet. On va encore changer. Non. Allez. Attends. Est-ce que tu planifies tout ou est-ce que tu laisses un peu de place à l'improvisation? Un protocole. Ouais et non. C'est-à-dire que y a des planches qui vont nécessiter... bon, la plupart du temps, ma vie, c'est un peu freestyle. Mais en ce qui concerne les scénarios et les scénarii, d'ailleurs, ou les BD, il y a quand même un côté où je suis pas toute seule, donc j'y vais pas en mode YOLO. Mais en même temps, si on me laisse libre cours, ça me va aussi. C'est-à-dire que autant j'aime bien quand on me donne des idées parce que déjà, ça me fait moins bosser. Et en plus, ça me permet de visualiser aussi ce que la personne attend, parce qu'ayant vu beaucoup de films, si quelqu'un va me dire je voudrais par exemple quelque chose dans ce style-là, je vais tout de suite m'empresser d'aller voir le film en question ou de l'avoir vu. Je vais me dire oui, c'est des cadrages comme ci, c'est des cadrages comme ça. Ça va être beaucoup de pauses à certains moments et une vitesse folle dans les actions, ou inversement, on prend le temps dans les actions, on montre bien, là je fais une BD sur la guerre, donc j'ai tout de suite des idées de bataille, des mains ensanglantées, des trucs, ou alors est-ce qu'on est plutôt soft, on est plus dans l'action, dans le combat. Il y a une différence entre le Seigneur des Anneaux et Saw, quoi. Est-ce
Est-ce qu'on y va en mode Laurent et les gens qui meurent, c'est la vie, c'est comme ça, et puis on s'arrête pas trop dessus quand c'est pas un personnage principal, ou est-ce qu'on s'arrête sur la moindre tache de sang? Ça va être aussi une façon pour moi d'orienter en fonction de ce que veut mon scénariste ou ma scénariste. Parce qu'en même temps, il a aussi le droit de s'imposer dans les visuels, même si c'est pas dessiné. Moi, le bonhomme patate, en mode je voudrais que ça fasse comme ça, grosso modo, ça me va aussi. C'est rigolo. Donc voilà. Donc du coup, comme on dit depuis tout à l'heure, tu travailles toujours avec minimum un scénariste. Donc toujours avec des collaborateurs. Y a-t-il une chose inattendue dont tu ne t'attendais pas et qui s'est déroulée, qui est apparue à cause d'un collaborateur, ou est-ce qu'il t'a dit quelque chose totalement random? Une petite anecdote. À chaque fois. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est assez fou, c'est qu'à chaque projet, on rencontre une nouvelle personne, et souvent, du coup, un nouvel ami. Parce que c'est très... Enfin, faut savoir qu'une BD, ça prend quand même entre 1 et 2 ans à faire. Si tu t'entends pas avec la personne avec qui tu as probablement des réunions plusieurs fois par semaine, un peu la flemme. Faut que ça matche d'une manière ou d'une autre. Humainement, ouais, c'est important. Là où moi, ça m'a perturbée, c'est que sur le dernier, donc sur le grand défenseur, tout de suite. Non, le défenseur des arbres, on va rester modeste. J'ai pas eu d'échange avec le scénariste. C'est-à-dire qu'il m'a envoyé son texte, et c'est pas avec lui que j'ai échangé, c'est avec la personne qui s'est occupée du coup de mener à bien le projet, qui était dans une maison d'édition qui s'appelle Okidokid, qui était en contact avec Actes Sud. Donc en fait, j'ai jamais eu de lien avec cette personne. Et on va pas dire que ça m'a perturbée, mais disons que j'aime bien ce lien. Et que là, bon, je l'avais pas, c'est pas grave, je me suis fait une nouvelle amie autrement. Mais ça m'a peut-être un peu plus perturbée que de travailler en main dans la main, quoi. Mais sinon, chaque scénariste a ses petits tics, a ses petits trucs. Par exemple, la scénariste de la grande aventure du cosmos, on passe 2 heures au téléphone à nous raconter nos lives, et puis peut-être 10 minutes à échanger sur le projet, parce que de toute façon, on est d'accord, donc on le sait, mais c'est pas grave, on met quand même ça au clair. Florence, c'était aussi chouette, parce que pour le coup, Yael m'a fait confiance, elle a beaucoup lâché la rampe au moment du dessin pur, mais au moment du storyboard, on s'envoyait des textos, et je sais pas pourquoi, notre emoji de conversation, c'est une baleine. Quand on était contente, on s'envoyait des baleines. Voilà, pourquoi, j'en sais rien, mais c'était drôle. Et puis après, pour la BD que là je fais actuellement, c'est un monsieur qui est en Belgique. Du coup, on a une réunion toutes les semaines, et c'est super chouette parce qu'il me dit que c'est le meilleur moment dans sa semaine et qu'il est trop content. Alors moi je suis contente, et voilà. Mais c'est toujours comme ça. C'est plutôt chouette, plutôt rigolo. Est-ce que tu peux nous raconter une journée type? Oula Zoé peut témoigner que c'est assez random, ça dépend des semaines. L'avantage de bosser chez soi, c'est qu'il y a l'avantage de ne pas avoir d'horaire. T'es à ton bureau, un peu à l'heure que tu veux, mais en même temps tu dois t'imposer une régularité, c'est obligé, sinon tu produis rien. Mais par contre, tu peux totalement être appelé pour une expo à droite, un rendez-vous à gauche. J'ai pas le permis encore, donc forcément ça prend du temps. Je vais avoir des journées où je vais avoir l'impression d'avoir rien fait de ma journée parce que je vais passer ma life à bouger dans tous les sens, ou à prendre beaucoup de café. Parce que tu fais des réunions majoritairement dans les cafés, donc à chaque fois, tu prends un café. Donc je suis amie avec tous les coffee shops de Reims. Et en même temps, t'as des journées où t'as la paix, t'es en pyjama, vous pouvez en témoigner également. Tu te lèves, tu vas de ton lit à ton bureau, de ton bureau à ta cafetière, et de ta cafetière à ton bureau. Et en même temps, tu mates des séries, des films, tu écoutes de la musique, tu chantes à donf, t'écoutes des podcasts... Et puis tu vas produire, et en fait tu vas finir ta journée à 23h, mais t'auras même pas vu la journée passer. C'est bien d'avoir une partie du cerveau toujours qui est occupée, parce que si j'avais bien compris, quand je suivais mes cours, ça arrivait. Il faut toujours, fou rire, je veux pas dire, mais... Il faut toujours qu'il y ait une partie du cerveau qui soit occupée pour que l'autre partie créative elle puisse se concentrer. C'est faux quand même. Ouais, et alors bon, tout ce qui est storyboard, c'est plus difficile parce que là, pour le coup, t'essayes de concevoir ton truc, donc si t'as un autre truc qui braille dans les oreilles, c'est compliqué. Mais par contre, tout ce qui est application pure, pour te lâcher, t'es obligé. Enfin, moi, je sais que je suis obligée, je peux pas travailler dans le silence, ça me... Boum. Je sais pas, je m'arrête, je suis là, genre, il y a un truc qui me manque, quoi, ça va pas. Puis de préférence avec un chat sur les genoux. Non, c'est pas pratique le chat, hein. C'est pas pratique. Surtout quand on veut se lever. Alors là... Bon, là, au moins, ça t'oblige à rester assis, mais par exemple, ça pouvait m'arriver de faire de l'architecture, de m'asseoir à 8h du matin, de commencer mon truc,
Je relevais le nez, il fait nuit, j'ai pas mangé, j'ai pas fait pipi, je me dis, ah bah tiens, c'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé, elle est où ma journée? Mais j'ai eu une coloc, du coup, autrice aussi, pendant 3 ans avec moi. Elle me disait, c'est fou, t'es en méditation, y a plus personne. Je fais, bah oui. Tu me laisses dans mes écouteurs, y a plus personne. C'est un peu un boulot d'autiste, en fait. Ça dépend des jours, mais il y a des jours où, franchement, ça fait vraiment l'ogre dans sa grotte. Je veux pas bouger, je veux pas parler, foutez-moi la paix, et puis voilà. Puis il y a d'autres jours où, justement, il y a des activités, alors on est ouvert, on est à donf et tout. C'est ça. Et puis après, il y a toute la partie administrative qu'on fuit comme la peste, mais qu'il faut faire de temps en temps. Là, tu te fais des journées administratives, tu fais des marathons administratifs. Et puis après, il y a toute la période où tu vas en salon, où tu rencontres les gens, et là, ton quota social, t'as tout mis sur la table, t'es à fond, tu veux voir tout le monde. Puis quand tu rentres chez toi, tu te remets en mode Gremlins, et puis tu te caches, et tu bouges plus. Alors, donc du coup, là, on peut parler plus projet. Quel est ton dernier projet? Sorti ou en cours? Comme tu veux. Du coup, comme j'ai dit, Le Défenseur des Arbres qui est sorti en mars. Ouais. Non, fin août. T'as terminé en mars, mais il est sorti le 20 août. C'est mieux que toi. Oui, elle sait mieux que moi. Bravo. Mais c'est parce que c'est La elle qui fait mémoire com. d'éléphant. Non, mais c'est elle qui fait la com. Faut admettre que Zoé est aussi ma community manager. J'essaye. Bon, tu fais du bon taf. Plus que moi, déjà. Donc, quand vous voyez un truc posté sur Insta, c'est pas moi, hein, c'est Zoé. Bon, c'est mon travail quand même, mais c'est Zoé. C'est bien de pouvoir déléguer, c'est un peu fort comme terme, si. mais si. Si, c'est le terme. Clairement. C'est quand même bien de pouvoir déléguer des choses. J'étais à cette librairie, ils ont commandé des bouquins, t'es trop bien. Mais franchement, ce qu'il faut savoir, c'est que mine de rien, c'est un vrai plaisir d'être auto-entrepreneur. Parce que t'as pas de patron, tu pars quand tu veux, tout ça. Mais par contre, tu dois gérer toute la partie entreprise. Tu peux pas faire que ton métier. T'es avocat, entre grands guillemets. C'est ça. Tu es ton propre payeur, secrétaire, tu gères ton planning, tu gères tes contrats, tu gères la relecture de tes contrats. Enfin, c'est sans fin, quoi. Tu réponds à plus de mails que tu ne fais de dessins. Donc, c'est vrai que la communication, qui est elle-même un taf à plein temps, hein, il y a des gens qui étudient pour ça, mais c'est pas pour rien. Ça prend un temps dingue. Il y a beaucoup de créateurs qui ont du mal à tout faire. Et du coup, vous allez souvent voir des créateurs qui vont pas beaucoup poster. Et c'est dommage. On leur dit, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Bah ouais, mais la journée, Pas elle le fait temps. toujours que 24 heures, quoi. Puis il faut être... l'algorithme, il faut être au courant, il faut se former. À un moment donné, il faut choisir sa bataille, quoi. Donc oui, déléguer, c'est le bon terme, et je suis très contente d'avoir trouvé quelqu'un qui sait bidouiller Instagram, parce que moi, c'est un calvaire. Vraiment un calvaire. Donc c'est cool. Moi, je vois des réponses des gens qui m'envoient de l'amour alors que j'ai rien fait. Mais je suis là, je suis contente. Ça fait plaisir. Quand Zoé elle pleure pas, le matin se lève avec 80 notifications dans les 2 ricains. Et parce qu'en ce moment, comme c'est Linktober, tu parles beaucoup avec d'Américains, puisque c'est un challenge américain à la base. Et c'est vrai que notre maman, elle est commentée, elle est parlée aux gens, parce que moi je regarde, je scroll, mais il est 2h du matin, j'ai pas l'énergie d'aller parler à des gens, donc du coup Zoé, elle fait pour moi. Elle va dire bonjour, et les gens du coup viennent me parler, du coup on discute et c'est cool. Mais c'est elle qui fait le premier pas. Merci Zoé. Conclusion, merci Zoé. Mais voilà, donc la journée type, tout ça. Et puis niveau projet, du coup, en ce moment j'en ai plusieurs. C'est étonnant, pas tellement. Du coup, j'ai ma BD sur donc la guerre franco-prussienne. Ça peut paraître un peu étonnant comme ça, mais c'est un passionné d'histoire qui est venu me contacter, qui habite dans un château et qui a trouvé les mémoires du général Entraigues, qui était donc un général pendant cette guerre. C'était sous Napoléon? Non, pas C'était sous Napoléon III. Napoléon III. Et donc voilà, pour les férus d'histoire, on a justement le projet de raconter cette guerre, mais sous le biais de cet homme qui nous a du coup livré ses mémoires au fur et à mesure. Donc c'est très intéressant, on essaie de donner vie à ce perso qui est mort depuis des années, et lui donner une personnalité, et en même temps de retranscrire les faits historiques. Et c'est là où justement monsieur Cédric Tournay, du coup, le scénariste, est très pointu, parce que lui, il connaît beaucoup de choses sur le sujet, il est très au fait. Et parfois, pendant nos réunions, il me raconte des anecdotes, et je lui dis, mais pourquoi c'est pas dans la BD? C'est génial. C'est une anecdote qui est folle, par exemple. Moi, j'y connais rien, honnêtement, les cours d'histoire, j'aimais bien, mais comme tout le monde, ça a surtout étudié la Seconde Guerre mondiale, parce que je suis une enfant des années 2000, et que du coup, par la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas entendu parler de grand-chose. Hein. Donc, je connaissais pas du tout. Et il m'a expliqué, par exemple, que les cavaliers français étaient tellement, les cuirassiers entre autres,
avaient des armures qui brillaient au soleil. Ce qui fait que du coup, les Prussiens, ils les tiraient à vue, parce qu'ils brillaient. Et c'est vrai que c'est le genre de truc, on se dit, bah ouais, c'est trop con en fait. Détail qui fait la différence, quoi. Bah ouais, puis surtout que ça a coûté la vie à plein de gens, parce qu'à l'époque, on se battait à l'épée. On se battait, voilà, donc on était beau, c'était très bien. Mais c'est pas pour rien que le treillis a été inventé maintenant. Maintenant que les armes à feu sont précises, bah on a un peu laissé les dorures au dortoir, et puis les grandes plumes, les grandes houppes, les grands machins, on évite. Bah à l'époque, il y avait les canons prussiens. Bah les canons prussiens, quand ça brille, voilà, c'est pas C'est parfait. du tir au pigeon, quoi. Ouais, un peu. Ça a un peu fait ça à un moment, et c'est vrai qu'il y a une grosse phase de changement à ce niveau-là qui est plutôt intéressante. On dirait un peu l'armée française en 14, qui se met avec un pantalon bien rouge, un haut bien bleu très clair. Puis après, ils se rendent compte finalement que bah, ça marche pas, et donc on passe sur quelque chose de bien plus foncé, un peu tenue gendarme de l'époque, quoi. Bah oui. Mais en même temps, voilà, Les malheureusement, Allemands avaient déjà compris à ce moment-là comment ça fonctionnait, eux, de leur côté. Il y a des pays où ça fait plus vite tilt que d'autres, mais c'est vrai que tu te dis, bah ouais, en fait, ça a coûté la vie à des gens, quoi. Ce genre d'erreur, parce que en soi, c'est fou. Mais je ne savais pas, par exemple, que le cuirassier était en armure totale, avec une espèce de plume sur la tête. Donc vraiment, ça fait tir au pigeon, quoi. Enfin, au pigeon doré, mais au pigeon quand même. Et puis plein de trucs comme ça, où il a plein d'anecdotes sur plein de choses. Par exemple, faut savoir qu'à l'époque, ils portaient tous la moustache de Napoléon. Ce qui fait que pour un personnage dans une BD, t'as un personnage principal qui a la même tronche, la même coupe de cheveux, la même moustache, le même costume. Comment tu fais pour connaître ton Goliot dans tous les Goliots de l'armée? Parce que j'ai dit à un moment donné, je fais un point bleu parmi un point bleu, on va pas savoir que c'est le nôtre 2 points bleus. Et ben, faut savoir qu'à l'époque, ils avaient le droit de porter par exemple une écharpe, un peu comme les gladiateurs avaient la faveur de la grande dame, un truc qui leur rappelait alors chez eux. Donc notre personnage va avoir une écharpe bien orange pétant, comme ça on verra que lui. Et comme ça tu aurais pu mettre du orange, parce qu'il n'y a pas beaucoup de orange à l'origine. Donc voilà, donc ça c'est la BD du moment qui est prévue. Comme on n'a pas d'éditeur, c'est Monsieur Tournet qui fait tout. On l'a prévu pour septembre, mais je tiendrai au courant si jamais ça prend plus de temps, parce qu'à la base c'était une BD de 30 pages, sauf qu'on avait une action, un lieu, un personnage par page. Donc ça faisait une crise d'épilepsie en 30 pages. Ça allait beaucoup trop vite, donc c'est là où justement je suis en co-écriture, c'est que je prends le temps d'expliquer, on en discute, on fait des scènes plus lentes, plus machin, plus trucs, et du coup ça prend du temps. Et là par exemple, on n'a même pas fini le chapitre 1, je suis déjà à... je crois que je suis à 50 pages et quelques. Il y a 3 chapitres. On n'a pas fini le premier. Donc on est plus sur un bouquin de 150 pages à venir. En plusieurs albums. Après, plusieurs albums, ça se discute, mais ce serait dommage. Mais faut voir. Faut voir comment on fait. Après, un bon gros bouquin, des fois, c'est bien aussi. Hein. On peut faire pause et mettre son petit marque-page. Personne ne demande à ce que ce soit lu en une fois. Et en même temps, il y avait du coup la BD de Timothée Montaigne qui parle des naufragés du Jakarta, qui a fait un carton ces derniers temps à mérite, parce qu'elle est vraiment très très bien. Qui, elle, est en 2 tomes, et ça match hyper bien. Donc pourquoi pas? Je sais pas. J'avoue que je me suis beaucoup inspirée de sa DA, parce que pareil, on est sur du fait réel, avec des personnages mi-réels, mi-inventés, parce qu'on peut pas avoir des marquages de tout le monde, mais en même temps, je trouve que sa dynamique, elle marche bien, puis son livre, il est vraiment beau. Donc je me suis un peu inspirée de lui pour tout ce qui est mise en page de ce bouquin. Donc voilà. Mais on verra. Pour l'instant, on est parti déjà sur 50 pages du chapitre 1, ou alors on fait 3 albums, j'en sais rien, on verra. Quand ce sera fait, on verra si on découpe ou pas. Et puis après, du coup, je travaille sur l'adaptation d'un roman qui s'appelle Le Masque du Cauchemar, qui est un roman micro-édité qui cherche un éditeur plus large, mais là pour le coup c'est de l'urban fantasy moderne. Donc c'est dans le monde d'aujourd'hui avec des formes de pouvoir, si on veut. En fait, ça parle du bien et du mal, mais en prouvant en fait que ça n'existe pas. Que le monde est gris et que les gens... on suit les méchants, le méchant, qui se retrouve à faire des choses monstrueuses, mais pour des raisons qui humainement nous paraissent tout à fait normales. Par exemple, quand on attaque un de tes proches, tu peux pas rester là et dire « Ah, c'est pas bien ». Bah voilà, il y a tout ce côté de... on fouille un peu la construction de l'humain, la réalité de ce que c'est qu'un humain. Est-ce que le bien ça existe vraiment? Réponse non. Enfin voilà, on est anti-manichéiste à fond, et en même temps dans
le côté la nature humaine, mais via un peu de fantaisie pour illustrer les choses à l'extrême. Voilà. Je travaille sur un livre qui s'appelle, donc là pour le coup, Le chemin des étoiles, qui n'a rien à voir, qui est l'opposé total de ce que je viens de vous dire. C'est une BD auto-éditée par un monsieur qui m'a contacté, qui là parle pour le coup d'écologie et de bienveillance. Donc là, on a un peu plus manichéen comme version. Ouais, un peu plus... Comment dire? Idéaliste. je Oui, dirais. pragmatique peut-être. Ah non, idéaliste. Il est Là, on plus n'est pas sur le idéaliste. pragmatisme, on est vraiment Ah, sur ok. l'idéalisme. Comment le monde devrait être si tout le monde était gentil. Ok, ah oui, je comprends mieux Voilà. l'inverse. Ok. On est vraiment sur l'inverse total. C'est-à-dire que je crois qu'il a déjà publié pas mal de choses en auto-édition. Ce monsieur, il s'appelle Sorayami Blanche-Licorne. C'est son pseudo. Blanche-Licorne. Ça donne, je trouve, le ton de la personne. Donc quelque chose de très doux, de très... C'est le cheval blanc d'Henri IV. Pour le coup, c'est vraiment quelqu'un de très doux qui veut prôner la douceur, donc ça fait plaisir de temps en temps, entre deux guérillas, un massacre et un tir à la carabine, ça fait du bien de dessiner parfois des licornes, des pégases et des fées. Ça change un peu le modèle. C'est vrai que c'est le projet où dessus il y a une très bonne coloriste aussi. Oui, elle est incroyable, elle s'appelle Emna, mais j'ai pas du tout son pseudo ou son nom de famille. Elle est vraiment incroyable, elle fait un travail de fou. Et là, pour le coup, quand un ancrage rencontre un coloriste, c'est assez impressionnant. Elle a tout sublimé, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que limite, je dois en faire moins pour pas concurrencer sa belle colo. C'est-à-dire que moi, je suis du genre à faire plein de petits détails, plein de petites tachures. Faut pas que je le fasse, parce que sinon, ça rentre en concurrence. Et là, c'est à moi de m'adapter, parce que clairement, ce qu'elle fait, c'est ouf, quoi. Et après, il y a ce dont je vous ai parlé, le jeu de rôle, la BD du jeu de rôle qui va voir le jour, je pense, 2027. Voilà. Beaucoup de projets. Ouais, puis je me suis rajouté Linktober parce que c'est vachement plus drôle. Voilà. Mais pour les followers d'Instagram à venir, mais, c'est une petite récompense, on en parlera plus tard. Mais... Linktober n'est pas fait juste pour le kiff, mais... C'est ça. Mais au moment de la sortie du podcast, je pense que ça sera déjà annoncé. Ouais, mais ça sera l'occasion d'aller tout voir, du coup il n'y aura plus à attendre les jours. Et ça, c'est ça. cool. C'est Puis un on aura petit outil qui rattrapé, nous servira plus tard. Les 2-3 qui ont sauté sur le chemin. Non, j'ai rien sauté du tout. C'est pas vrai. Je me fais engueuler, vous avez vu? Non, un October qui sera complet. Ouais, un October. Inktober, oui. Un October. Un remix. Puis après, vous allez sûrement rencontrer Adèle des Croqueuses qui vous en parlera aussi, mais autre activité. Oui. Ah, Une question pour ça. bon, parfait. Est-ce qu'on passerait pas à la next d'ailleurs? Next question. Est-ce qu'il y a un projet ou une œuvre dont tu es vraiment fier? J'ai la chance de pouvoir dire toutes, je pense. Alors, auteur, c'est-à-dire que je vais pas y mettre la même fierté, mais toutes. C'est-à-dire que j'ai la chance, pour le coup, d'avoir toujours travaillé sur quelque chose dont j'étais fière à la sortie. C'est-à-dire que je me suis jamais cachée. C'est-à-dire, par exemple, j'ai fait un calendrier pour les pompiers, ça peut paraître tout bête. Mais je me suis vraiment investie dans le projet, j'ai vraiment donné de ma personne dans chaque illustration et j'ai pas de honte à le montrer, du tout. Je suis contente de tout, je mettrai pas un faux pseudo sur des projets parce que j'ai honte. Ça arrive parce que des fois faut manger donc on fait ce qui vient. Mais pour le coup, j'ai toujours fait des trucs qui me plaisaient et j'ai toujours réussi à en tirer vraiment joie quand ils sortaient. Gros coup de bol, là pour le coup, c'est du bol. Ça fait 3 gros coups de bol depuis le début quand même. Hein. Ouais, je suis assez chanceuse. C'est un truc, pour le coup, dans le travail, j'ai beaucoup de chance. Ça n'a pas toujours été le cas pour le reste, mais ça s'est bien compensé. Et puis maintenant, je suis plutôt quelqu'un de chanceux en global. Après, tu travailles pour aussi. Oui, alors oui, il y a des gens qui vont dire il n'y a pas que la chance, il y a le talent, mais en même temps, Mais- c'est pas tellement... Pour moi, c'est du 70-30. J'ai envie de dire, d'un côté, il y a aussi la chance, mais c'est surtout l'histoire de saisir les opportunités. Et je pense que toi, tu as su, quand les opportunités se sont présentées, les saisir là où d'autres auraient peut-être dit « Ah non, désolé, c'est pas trop pour moi. » Voilà, tu as saisi plein d'occasions et finalement, voilà où tu en es aujourd'hui. Mon gros point fort, c'est un culot monstrueux. C'est-à-dire que j'ai la chance de ne pas avoir peur de parler aux gens. Et même à des gens que je respecte ou que j'admire. C'est-à-dire que
La plupart m'ont plutôt fait bonne impression dans le sens où c'est plutôt des gentils. On se met pas sur un piédestal quand on parle aux gens, on y va, quoi. C'est un peu ça. Ouais, puis alors, moi, le piédestal sur lequel je me mettrais, voilà. Moi, quand je parle à des gens qui m'inspirent ou quoi, c'est des gens que je mets en très haute estime. Mais ça reste des humains avant tout. Et la plupart du temps, ils sont timides, en fait. Si vous allez les voir, ils vont limite être gênés d'autant d'amour. C'est-à-dire que vous allez les voir, ils vont être tout... Ah bon, je sais pas si vous voyez qui c'est, Monsieur Daudier, qui a fait une bande dessinée qui date un petit peu maintenant, mais très franco-belge, Jérôme K, Jérôme Blush. Et ben, je l'ai rencontré au Cabaret Vert, mon compagnon est fan, et il est arrivé, et Monsieur Daudier ayant quand même un certain âge dans le métier, bah, tous les jeunes qui venaient voir les nouvelles sorties, tout ça, c'était pas forcément comme c'est une série qui est là depuis très longtemps, il avait pas forcément une queue de fou. Et du coup, pour les dédicaces, et du coup, mon compagnon est arrivé vers lui en lui disant que c'était la première BD qu'il avait lue, qu'il l'adorait. Et en fait, j'ai cru qu'il était plus mal à l'aise que mon conjoint, alors que c'est lui qui venait voir quelqu'un qu'il admirait. Et en fait, il était là, bon, t'as bien aimé, mais c'est dingue. Puis tout doux, puis tout timide. Et c'est trop mignon. L'auteur du Château des Animaux, qui a quand même fait un carton, pareil, ma belle-mère lui a demandé sa première dédicace, j'étais fière. Sauf qu'on en était à un moment où il n'avait pas le temps. Et en fait, c'est elle qui lui a dit « Non, j'en veux pas de ton tampon pourri, fais-moi un dessin. » Et lui, il était là « D'accord. » Et il était tout content, en fait. Et c'est ça qui est fou, c'est que les gens se disent « Oh là là, c'est des auteurs. » Ah ouais, non, mais allez les voir, ça va leur faire trop plaisir, quoi. Eux, ils ont peur de... C'est limite comme la petite bête. Hein. Elle a plus peur de toi que t'as peur d'elle. Hein. Et c'est fou, la plupart sont comme ça. Donc, si vous allez leur parler, ils vont être ravis d'aider, de discuter. Surtout si vous êtes gentil avec un grand sourire. Finalement... Ce qu'on peut essayer d'en retenir, c'est que finalement avoir un peu de jugeote, un peu de culot et aller parler aux gens, souvent ça peut payer. C'est ouais, pas dit, mais ça peut. Puis ça peut foirer aussi. Enfin, ça m'est Voilà. arrivé. Enfin, j'en ai eu plein des projets qui sont allés dans l'eau. Bah c'est pas grave. C'est On normal. passe à autre chose. Ouais, on essaye, on se donne à fond. Bon bah ça marche pas, bah, on passe à autre chose, c'est tout. Ça reviendra peut-être plus tard. Je sais que par exemple, des romanciers comme Maxime Chatham vont sortir un truc qui va cartonner, mais c'est pas leur premier. Et ils vont rééditer les premiers un peu retravaillés. Après. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Enfin, je sais qu'on m'a posé la question pour des jeunes étudiants, quel était le truc, le conseil. Bah, faut y aller, enfin, c'est tout. Faut pas avoir peur, faut aller dire bonjour, faut choper un peu de culot, faire comme si, mettre le faciès qu'on n'a pas peur, et puis on y va, et puis on se fera caca dessus après. Et puis en général, ça sortira, oh, en fait, il est trop sympa. Bah ouais, clairement. Donc voilà. Alors, pour la prochaine, as-tu déjà refusé un projet? Et si oui, pourquoi? Oui, ça m'est arrivé. Alors j'ai refusé de travailler dans l'animation à un moment donné. Et là, pour le coup, c'est plus parce que moi, je n'aime pas ça et que je connaissais quelqu'un à qui ça ferait beaucoup plus plaisir qu'à moi. Avec notamment un studio d'animation qui était rémois à la base, qui s'appelle... ah mince, je vais plus le dire. Bon, ça va me revenir, c'est pas grave. Qui était justement place Aristide Briand, donc à côté du rond-point CRS. Qui... Je cherche le nom en même temps, donc du coup je bug. Qui du coup cherchait notamment des flatistes. Donc le flatiste, c'est celui qui met les couleurs à plat, celui qui fait du coloriage sur les visuels. Et je savais que j'avais pas forcément envie de retourner dans ce monde-là, parce que... Alors que ma meilleure amie, elle, adorait l'animation, trouvait que c'était vraiment un milieu fascinant. Donc là, pour le coup, c'est vraiment, je me suis dit, bah, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, ça sert à rien de prendre pour prendre. Autant le donner à quelqu'un qui fera son moment. Et j'ai bien fait, parce que c'est eux qui ont fait les storyboards d'Arcane, entre autres. Et elle travaille encore avec eux. Donc c'est très bien. Ça fait 3 ans, 4 maintenant, même un peu plus de 4 ans. Et elle bosse toujours avec eux. Donc c'est top. Franchement, c'est top. Voilà. Mais je vais retrouver le nom, ça va me revenir à un moment. Prochaine question. En dehors de ton activité principale, est-ce que tu as quelque chose d'autre qui est relié à l'art? Clin d'œil. Gros clin d'œil. Oui, bien sûr. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui font qu'un seul truc artistique. Parce qu'en général, ça vient d'une passion, et la passion, bah, ça te donne envie de toucher à tout. Forcément. Donc en termes de dessin, bah, évidemment, je dessine tout le temps, mais j'ai créé du coup avec cette dite meilleure amie une autre branche de société, dirons-nous, où on dessine les gens dans la rue. Et en fait, on s'appelle les croqueuses. Donc croqueuses comme croquis. Avec un slogan qui a été trouvé du coup par mon beau-père, qui marche très bien, qui dit « Mieux qu'un selfie, un croquis ».
Et en fait, on va sur les événements. Maintenant, on fait même les mariages, pour dire l'ampleur du truc. Ça a pris une ampleur de fou, alors qu'à la base, c'était vraiment juste un pari et une vanne. C'était une quête secondaire, un side project. Ouais, vraiment, c'est ça. En fait, on avait, dans l'école où on était, donc la BD, l'Académie Brassard-Delcourt, parce qu'on vient de la même école, on avait 50 croquis à sortir par semaine. Ah oui. C'est un exercice C'est conséquent. voilà. Et ça, plus tout le reste. Mais c'est primordial, par contre. Donc, c'est très bien. Mais il fallait les pondre. Et au bout d'un moment, quand tu vis dans un studio parisien de 20 mètres carrés, tes chiottes, tu les as vues en long, en large, en travers. Bon, c'est bon, t'as envie de dessiner autre chose. Vient Noël. Avec 2 amis, on était venus au marché de Noël de la ville de ma maman. Et elle m'avait dit, en vrai, tente-le. Juste comme ça, sur un bout de banc. On est revenu avec 0 croquis, parce qu'on les a tous donnés. Bon, ça va, c'était pas trop grave. Mais en fait, ça a donné une idée, et tous les ans, on est revenu. Et tous les ans, ça a upgradé. On s'est mis à faire des cartes, on s'est mis à vendre des originaux, on s'est mis à faire des pancartes, des pots, des machins, plein de choses. Et en fait, les gens ont adoré le concept. Parce que en 10 minutes, on dessine les gens. Bon, ça déjà, c'est un truc cool. Mais surtout, on dessine en même temps. Ce qui fait que Adèle, du coup, Tinmareleda pour son pseudo Instagram, dessine plus dans le style cartoon et moi plus dans un style réaliste. Donc les gens viennent, se posent 10 minutes et repartent avec 2 visions d'eux-mêmes. Ce qui les fait délirer parce qu'elles sont complètement différentes. Je pense que tu auras des exemples à mettre s'il faut. Mais c'est assez rigolo. Puis nous, on passe des super moments parce que les gens sont morts de rire. Puis il y a même des gens qui revenaient d'année en année pour voir l'évolution de leurs enfants. C'est-à-dire que à un Noël, on va avoir 3 enfants, allez, on va dire 9, 10, 11 ans. Puis l'année d'après, on a 3 boutonneux. On se dit, c'est les mêmes, vous êtes sûr? Parce qu'il y en a un, il a de la moustache, c'est chelou. Et en fait, ils ont fait dans leurs escaliers, comme on est revenu 4 ans d'affilée, ils ont fait 4 dessins de leurs Sympa. enfants. C'est trop bien! Et ça, c'est trop drôle. On a fait des faire-part de mariage. On a Mieux fait que plein des de trucs. photos comme souvenir. Mieux qu'un selfie, Ouais. un croquis. Mm. Et c'est pour ça que le slogan est très efficace. Et ce qui est rigolo en plus, c'est que les gens payent ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que nous, il y avait aussi une démarche, on va dire, politique, si on veut ça comme ça, où en fait, on part du principe que les gens peuvent s'offrir de l'art, tous. Même si on pense que l'art, c'est cher, parce que c'est mis sur un piédestal et tout ça. Bah, en fait, non. Là, nous, on essaye de montrer que l'art, c'est accessible à tout le monde. Et du coup, d'où le prix au chapeau. Et pour le coup, beaucoup de gens nous demandent si on n'est pas trop sous-payé. Les gens sont très souvent généreux. Très souvent. Et moi, un de mes moments préférés, c'est on a eu une demande en mariage. Pas de nous, mais devant nous. Oh. C'est-à-dire que la dame était encore en pleurs parce que ça faisait 5 secondes qu'elle était au courant. Vite. Non, elle est venue nous On voir, dessine. elle nous a dit s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire ça? On a dit oui, bien sûr. Et puis d'un coup, elle fait faites pas les larmes, hein, vous me faites bien maquiller. Elle était en parka, on était à Noël. Enfin, vraiment, elle m'a dit s'il vous plaît, faites-moi jolie, pas en train de pleurer. Et en fait, ils se regardaient, et puis elle avait la morve qui lui coulait au nez, donc on était là. Non mais vous faites pas, du coup on a fait un joli croquis où elle avait une petite fleur dans les cheveux, tout ça. Enfin, c'est l'avantage que c'est pas une photo, c'est qu'on peut enjoliver un peu le truc. Et c'était hyper mignon quoi. Ou alors des enfants qui viennent, qui se cotisent, et vraiment on a l'impression qu'ils vont acheter des bonbons quoi. Ils sont là, t'as combien? Ah moi j'ai 2 €, ah moi j'ai 3 €. Et en fait c'est trop mignon quoi. Parce que nous ça nous coûte, papier, crayon, présence. Mais en même temps, c'est rigolo quoi. Je ferais bien ça avec un petit chien. C'est plus dur les animaux On a parce eu que... tellement ah de ouais. chiens, c'est génial. On a même eu une vache de compagnie. Une vache. Une vache de compagnie. C'est-à-dire que bon là, il Celles qui sont nous a toutes pas douces amené. là. Ouais, on sait pas, on l'a pas touché, mais il nous a ramené la photo parce que forcément ça peut se faire d'après photo. Et du coup, on faisait le couple, leur enfant, avec la vache de compagnie derrière comme s'ils l'avaient amené. Et c'était trop drôle. Ça donne des trucs de fou. Enfin, on a des gens qui nous font oh, vous pouvez pas nous faire avec notre chat? Et là, ils nous sortent toutes les photos pourries de leur chat où on fait des tronches pas possibles. Parce que c'est comme les enfants en fait, on en a plus sur notre portable que nous-mêmes, donc c'est très drôle. Ça donne des super moments. Bon, par contre, on est bien claqué à la fin de la journée. Parce que ça peut nous arriver de dessiner 10 heures d'affilée avec des gens mal qui au défilent. bras à la fin, mal à la main. C'est plus les yeux, on a les yeux qui se disent merde à un moment, genre... Mais c'est pas grave, on a tellement de potes maintenant qu'on a des refills café, des ça va, limite on nous frotte les yeux à notre place en mode ça va ou pas? Parce qu'on a toujours notre bande avec nous. Tenez du sérum fille. Ouais, c'est un peu ça, genre... Tu peux les rempoter le crayon. Oui, c'est ça, tu peux le changer de crayon, enfin c'est rigolo. Il y a récemment une nouvelle artiste qui se joint à vous. Tout à fait. C'est un trio. C'est un trio, parce que c'est vrai que maintenant on a tellement de travail et tellement de demandes que parfois on a 2 demandes le même jour. Donc du coup, on s'est dit, faut Se dédoubler. se dédoubler, ou alors il y en a une de nous qui peut être malade ou en déplacement. Donc l'intérêt c'était de recueillir, comme si c'était un animal blessé entre guillemets, mais un petit chat mort, parce que c'est le nom de sa page Insta. Elle s'appelle Juliette.
comme ça vous n'êtes pas dépaysés, c'est pas compliqué à retenir. Juliette, Adèle, Juliette. Elle a un style plus Tim Burtonesque. Et vous le voyez vous là, c'est le petit dessin qui est juste là. Et c'est très rigolo de la voir s'essayer à l'exercice parce que mine de rien, 10 minutes c'est rapide. Pour dessiner parfois 2 à 3 personnes. Et puis il y a un côté du nous, faut qu'on lâche un peu prise. Ce sera pas parfait, c'est le principe d'un croquis. Du coup, elle s'exerce vachement pour justement apprendre à lâcher son style, lâcher son énergie, puis dessiner. Et dessiner devant les gens. Parce que c'est pareil, si les gens ils aiment pas, ils sont devant toi. Donc c'est... Alors, on n'a jamais pris de remarques, mais c'est vrai que ça peut faire peur. Et du coup, elle a bien aimé, donc elle va intégrer le trio maintenant. Puis elle pourra vendre ses propres... Puis ça fait connaître du monde aussi. Ça fait connaître du monde, ça fait rencontrer d'autres artistes. On a fait le Gabarit Fest l'année dernière et cette année. Et en fait, cette année, on a eu l'impression de retourner à une séance d'anciens élèves. En fait, on connaissait tout le monde. Parce qu'on a tapé la discute avec tout le monde, parce qu'on a eu le temps de rencontrer tout le monde. Parce que c'est super chouette, puis c'est tous des gentils, encore une fois. Hein. Puis on est fans du boulot des uns des autres, donc c'est trop bien. On a un groupe de fangirls. Chaque fois, genre, ah, t'as sorti ça, mais c'est trop bien. Puis voilà. Du coup, c'est chouette. Du coup, maintenant, on est un trio. Et sinon, je suis modèle vivant. Donc ça veut dire que je vais dans les écoles et je pose pour que les gens me dessinent. Comme moi, je peux dessiner les gens, des fois. Donc voilà. Et ça, je faisais ça étudiante et puis ça a continué parce que c'est plutôt sympa à faire. Faut lâcher prise, mais c'est sympa. Donc du coup, comme tu viens de dire, que ce soit avec les croqueuses ou juste par toi-même, tu as participé à beaucoup d'événements avec beaucoup d'artistes. Alors y a-t-il un événement auquel t'aimerais vraiment y retourner ou un événement que t'aimerais beaucoup faire que t'as pas encore eu l'opportunité? Je suis très contente d'être probablement invitée notamment à mon premier vrai festival en tant qu'autrice l'année prochaine parce qu'il y a le Cabaret Vert qui va reprendre, qui fait de la BD et de la musique. Et je suis vraiment super contente d'être en discussion avec Laurent sur les questions. Parce que ce sera la première fois que je serai réellement invitée à un festival de grande ampleur où il y a des auteurs que j'adore, où je vais pouvoir aller gratter des dédicaces sans faire la queue, clairement. Et voilà, mais sinon j'ai adoré faire le Gabarit Fest, qu'on refera cette année forcément. J'ai beaucoup aimé participer dans la ville de Reims au... Alors déjà, et aussi donc à tous les festivals BD de toute façon de Reims, ils sont tous vraiment chouettes. Et il y a le Slow Market qui va arriver là bientôt. Donc là où on voit des petits créateurs. Le 2 novembre. Le 2 novembre. Ah le 2 novembre. Et après, il y a aussi la ville de Reims qui peut mettre certains locaux à disposition des artistes pour faire des shops éphémères. Et ça, c'est trop chouette. Parce que pour le coup, on rencontre d'autres auteurs encore. Enfin, auteurs ou créateurs, hein, parce que pareil, il y a de tout. Puis c'est chouette de pouvoir vendre un peu, de pouvoir discuter un peu avec de potentiels clients. Puis pareil, quoi, c'est tout le temps des rencontres, c'est toujours la même chose. Donc voilà. Mais c'était vachement bien. Et puis on essaye de se concentrer sur Reims et sa région, parce qu'après ça fait beaucoup de routes. Mais je suis aussi malgré tout à la SCAM, donc qui est une association d'auteurs pour les droits des auteurs et le droit d'auteur en général. Et on est en train de créer un prix Jeune Talent, en tout cas un nouveau prix BD. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir en dire plus parce que pour l'instant c'est pas fixé du tout, mais j'aime beaucoup participer au jury parce qu'on voit des talents émergents, des talents plus confirmés, on rencontre encore une fois des gens. Et enfin, c'est tellement gratifiant de pouvoir se dire qu'on peut lire des projets à venir, avoir un peu l'occasion d'en parler, d'échanger entre nous, d'avoir d'autres points de vue. Enfin, il y a plein de trucs cool à faire en fait. Ça fait un sacré calendrier en fait, mais c'est super chouette. Est-ce qu'il y a une remarque de lecteur qui t'a particulièrement marqué, positivement, négativement? Ouais, sur ma première BD. Parce que la première BD, c'est celle où t'as peur. T'as peur du retour, t'as peur de ce que les gens vont dire de toi, ton dessin il est pas abouti, t'en as conscience. En plus, nous on a choisi un sujet un peu touchy, on va pas se mentir. J'avais un peu peur de me prendre un tollé. Et puis en fait, la première personne qui est venue en dédicace, c'était un homme de 60 ans. Et je me suis dit, c'est fou. Une BD féministe qui parle aux femmes, qui met pas forcément les hommes dans leur plus bel apparat, alors qu'en soi ça s'adresse à tout le monde, c'est juste que nous on est des femmes, donc on a pris le point de vue d'une femme. Mais en l'occurrence, on n'a jamais dit que les hommes ne vivaient pas ce genre de situation. Mais voir un homme d'un certain âge venir à l'ouverture, à la première dédicace, 2 jours après la sortie du bouquin,
et l'avoir lu, parce que c'est quand même un bébé de 130 pages, je me suis dit, waouh, faut être motivé. Puis il était là avant moi, quoi. Je me suis dit, bah, c'est fou. Et il est arrivé comme ça, et il m'a dit, vous l'avez lu? Enfin, dans le doute, hein, vous l'avez lu? Ouais. Et vous avez aimé? Ouais, ok. On discute, je lui fais son dessin, tout ça, on discute, et je lui dis, vous faites quoi comme métier? Flic. Ah oui, Ah la triplette. Là, vraiment, sachant qu'on donne pas forcément... On n'a pas eu une bonne expérience avec les policiers qui ont forcément reçu nos plaintes, Florence et moi, et d'autres femmes autour de moi, et hommes d'ailleurs. Du coup, on n'a pas forcément fait un tableau très élogieux de la police, alors qu'il y a des policiers très bien, c'est pas le problème, mais voilà, je me suis dit, c'est quand même fou. Un homme de 60 ans, blanc, parce que, faut quand même le dire, le méchant de l'histoire, c'est quand même un homme blanc d'un certain âge, donc je me suis dit, quand même plus simple de s'identifier à l'antagoniste. J'étais un peu sciée, et en fait, il m'a expliqué qu'il profitait de sa retraite pour faire de la sensibilisation auprès des policiers sur des sujets, et notamment celui-là, parce qu'il y a trop de victimes qui sont mal accueillies, ou pas prises au sérieux, ou juste pas accueillies avec assez de douceur. Surtout pour des affaires délicates, quoi, que ce soit Voilà. les agressions, les viols, etc. On ne demande pas de brosser la personne dans le sens du poil, mais c'est le minimum syndical, quoi. Bah, surtout quand c'est conjugal. Parce que Ah oui, nous, surtout. Voilà, parce que c'est compliqué. Et puis parce que des fois, il y a des accusations à tort, c'est un fait. Mais une victime reste à postulat une victime au début. Il faut pas tout de suite l'accueillir en lui disant « Ah, madame, moi aussi j'en ai eu des ruptures difficiles. » C'est pas ce que je te dis. Enfin, voilà, faut avoir l'intelligence humaine. Alors, c'est pas facile, j'entends. Mais il faut avoir l'intelligence humaine d'accueillir ces personnes qui viennent et qui sont en détresse, en fait. Qu'elle soit vraie ou fausse, cette détresse. Mais au début, elle est en détresse, donc il faut savoir accueillir cette détresse. Ça fait partie de leur métier. Et je trouvais ça beau qu'un homme d'un certain âge se consacre au moment de sa retraite à ça via des... Justement, lui, il utilisait des médias différents, d'où la BD, et d'où le fait qu'il était présent. Et du coup, j'étais super contente d'échanger avec ce monsieur. Ça m'a fait très plaisir. Puis après, j'ai eu plein de commentaires super sympas de femmes qui étaient ravies, qui n'avaient pas forcément réussi à lire toute la BD parce qu'elle n'est pas simple, mais qui étaient contentes que la voix porte, déjà. Et que le message, déjà, était important. Et on s'est jamais fait bâcher à ce sujet, et c'était le plus important pour nous. Qu'on nous dise pas que le message était inutile, mal dit. Voilà. Le plus grand truc qu'on a eu, c'est ce message est important, c'est bien que cette BD existe. Au-delà du talent, de l'écriture, du dessin, c'est pas le sujet. C'était le message qui a été porté. Voilà, c'est qu'on peut dire que le dessin est pas abouti, on peut dire que l'écriture était un peu maladroite à ci, à ça. Mais tout le monde a compris le message, et ça, c'était important. Donc du coup, prochaine question, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans la BD et pour toi, quels sont les pièges à éviter? Bah, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, pour moi la BD, il n'y a pas de talent à avoir. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire ouais mais faut naître avec le crayon dans la main. La flemme, pas du tout. Moi j'ai commencé à dessiner, j'étais ado, ce qui peut paraître très tard pour la plupart des gens qui vont vous dire qu'ils sont nés qu'un crayon dans la main. Oui j'aimais le dessin, oui j'aimais l'art, mais de là à en faire mon métier, c'est arrivé beaucoup plus tard. Et puis de toute façon, pour moi, c'est un métier passion, parce que c'est un métier qui qui prend une place. C'est-à-dire que, en général, on le fait parce qu'on ne se voit pas faire autre chose de nos journées. On le fait parce que c'est ce qu'on aime plus que tout et parce qu'on ne peut pas s'en empêcher. La plupart des artistes autour de moi dessinent devant la télé, même si c'est pas ce qu'ils sont censés bosser, mais ils dessinent. Ils vont voir des expos, ils sont sensibles à d'autres formes d'art, la danse, le chant, la peinture, la sculpture, bref, le tricot, j'en sais rien. Mais c'est toujours des gens qui ont besoin de créer. Et puis bah, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, allez-y au culot, clairement. Le piège à éviter, je pense que c'est de s'isoler. Parce que c'est un métier qui peut paraître... on est tout seul. On est un peu livré à nous-mêmes, on pense que les gens vont pas prendre le temps de nous donner des conseils, vont pas prendre le temps d'échanger avec nous, c'est pas vrai. Si on y va avec la bonne énergie, la bonne attitude, le sourire, pas en vouloir à la personne si elle ne répond pas dans la seconde, parce que voilà, on n'est pas tous ultra connectés, même très peu. Faut pas oublier de relancer les personnes avec gentillesse, parfois, parce que sur les réseaux c'est pas facile. Puis même aller les voir, demander des conseils, demander des stages, demander peut-être de participer à un projet s'ils ont besoin d'aide, n'importe quoi. Mais pour moi le piège à éviter clairement c'est soit de péter plus que son cul, hein, voilà, on va pas se mentir, parce que ça c'est rédhibitoire, les gens vont pas avoir envie d'être sympas, c'est dommage. Et puis juste, allez-y, les gens vont vous accueillir gentiment. Après, je dis pas, il y en a qui mordent, hein, mais il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Quelle est la plus grande leçon que tu aies apprise? Très philosophique la question.
Très philosophique la réponse. Alors là, la plus grande leçon. Ouais, leçon de vie. Leçon de vie. Ah, le repos c'est important. Non mais si c'est vrai, parce que pour le coup, quand on se lance dans un métier comme le nôtre, on y va à toute berzingue parce qu'on veut que ça marche, à fond. On veut que ça marche, on veut sortir, on veut faire mieux, on veut faire ci, on veut faire ça. Et on finit par travailler 80 heures semaine en rongeant sur la santé, le sommeil, la vie, les proches, enfin bref, tout ce qui est important en réalité dans la vie. Et je vis beaucoup mieux depuis que j'ai appris à lâcher un peu de lest. C'est-à-dire que par exemple, je m'octroie mes dimanches, ce qui date d'il y a 1 an. J'ai 27 ans. J'ai pris mes premières vacances depuis Perpétuille cette année. Parce que j'avais l'impression que si j'étais pas là à la seconde près, j'allais rater l'occasion. Alors que non. En vrai, si c'est une occasion qui nous passe sous le nez parce qu'à la seconde près on n'était pas là, c'était une mauvaise occasion. On va mal le vivre, ça va mal se passer, tout ça. Si tu peux collaborer avec n'importe quel auteur ou artiste, mort ou vivant, qui ça serait? C'est une bonne question, en vrai. J'avais très envie de travailler avec un auteur de jeux de rôle qui s'appelle Olivier Sanfilippo, mais c'était totalement intéressé parce que pour le coup, il fait des couleurs de dingue. Du coup, je voulais voir sa technique de colorisation. J'aimerais beaucoup travailler avec Guarnido pour avoir la démonstration de ses aquarelles, parce qu'il a une façon de travailler qui est assez particulière. Il utilise un certain papier calque pour mettre son ancrage par-dessus ses couleurs. Donc c'est-à-dire qu'il encre sur papier calque et il fait ses couleurs avant. Mais il fait plein de tests, plein de trucs et il a une façon de gérer l'aquarelle qui est assez ouf. J'aimerais bien bosser aussi avec Timothée Montaigne parce que je trouve qu'il a vraiment une sensibilité dans la narration qui est très cool. En mort ou vivant, Plus compliqué. Ouais, c'est plus compliqué parce qu'en vrai, j'aimerais bien, enfin, les feats me plaisent bien avec tout le monde. Je regarde un peu ma bibli en me disant... En vrai, un truc que j'aimerais vraiment faire, c'est un bouquin en air libre. Alors, air libre, c'est une... on appelle ça. C'est une édition particulière de livres qui sont très grands. Là, d'ailleurs, je me demande si... C'est à peu près ce format-là. Les air libres, c'est comme Madeleine, par exemple. Ils ont ce format-là, c'est ce format qui est très grand pour une BD. Quasi du A3 en fait. Ouais, c'est presque ça. Presque. Et je trouve que vraiment, ils ont une... je sais pas, une DA qui est assez ouf. Et j'aime beaucoup leurs livres édités. Puis après, en vrai, j'aime bien bosser avec tout le monde. Je sais pas... Mais ouais, en rêve, ouais, ce serait à peu près ça. Mais c'est à chaque fois pour apprendre des trucs, alors au final, est-ce que c'est vraiment bosser en collaboration ou c'est apprendre de mes pairs? Je ne sais pas. Est-ce que tu as une anecdote étrange ou amusante à partager? Quelque chose de random. De random? Ouais. Il y en a beaucoup. Genre, Ça un peu ni stupide, qu'une si tête, possible. stupide. Totalement stupide. Je limite, viens de ce serait passer bien. par exemple 2 heures de ma journée aujourd'hui à reconfigurer mon iPad parce que comme une couillonne, je l'ai configuré en 14 aimants. Donc j'avais besoin d'un contrôle parental pour installer Photoshop. Ça c'est moi, c'est-à-dire que je suis pas à ce que je fais et du coup je me retrouve dans des situations très chiantes et très improbables. Après en plus random... Par rapport à un client, quelqu'un sur un salon, sur un événement. Qui m'a fait des trucs de ouf. Si, mais ça c'est une anecdote que beaucoup d'auteurs pourraient vous donner, mais vous savez ce que c'est le plus gros avantage en tant qu'auteur? C'est de pouvoir faire des échanges avec les originaux de vos potes. C'est-à-dire que vous voyez une belle illustration qui vous plaît, il suffit de faire du troc. À Tiens, je prends celui-là, tu prends celui-là. Et j'ai à peu près décoré tout mon appart comme ça. C'est un peu comme celle de Citron de tout à l'heure finalement. Ouais, par exemple. C'était un truc vraiment fait main, premier du nom et hop. C'est ça, c'est C'était je vais un cadeau, l'acheter. mais voilà. Mais non, mais il allait vraiment l'acheter quoi. Et j'étais en mode, mais non, fais pas ça, t'es fou. Et en anecdote un peu fofolle, il y a, je sais pas si vous voyez qui c'est la dessinatrice, parce que je l'ai pas citée depuis le début parce que c'est une illustratrice plus qu'une autrice de BD. Vous voyez qui c'est, Rebecca d'Outremer? Pas du tout. Elle a fait le bouquin qui s'appelle Les Amoureux, entre autres. Elle a fait un Cyrano de Bergerac. C'est une illustratrice qui a un style assez particulier. En général, son style parle plus que le... Et elle, par contre, j'aimerais beaucoup la rencontrer. Mais l'anecdote rigolote, c'est que je l'ai déjà rencontrée parce que quand j'étais enfant, elle était jeune créatrice et elle avait fait sa première expo près de chez moi. Et avec mon petit argent de poche d'enfant, j'ai pu acheter un original tellement elle les vendait pas cher. Alors qu'aujourd'hui, un original, c'est juste hors de prix. Normal, hein, la hype va avec et tout ça. Et vraiment, je suis fan d'elle depuis très très longtemps. Et
Et c'est vrai que pour le coup, elle, ça me ferait beaucoup rire de la recroiser et de lui dire au fait, tu m'as vu quand j'avais 6 ans et je suis fan et j'ai des originaux de toi qui m'ont coûté 50 balles ou 100 balles. Ah oui, celle-là. Ma sœur, elle avait, je crois, un parfum de ça ou une bêtise dans le genre. Ah, ils ont fait plein de Il goodies. y a eu des dérivés, ouais. Il y a eu plein de goodies. Puis dernièrement, elle a fait le Cyrano à une époque qui a bien marché. Puis dernièrement, elle a fait ça. Elle a fait... c'était Des souris et des hommes de Steinbeck qu'il faudrait que je m'achète. Oui. Et Jacominus, du coup, qui est là. Voilà. Trop mignon de lapin. Je Ouais. l'ai lu en plus, Of Mice and Men, alors c'est vrai que c'est poignant quand même. Ouais, c'est fou. C'est poignant. Et vraiment, elle a un talent qui est dingue et je suis fan. Et elle a aussi fait, alors ça c'est moins connu, mais elle a fait un film d'animation qui s'appelle Les Contes de... je vais revenir Monte dessus. Cristo. Non. Les Montes de Keriti. Keriti et La Maison des Contes. Celui-là. Et franchement, si vous avez l'occasion de le C'est voir, beau comme c'est tout. tout mignon. C'est un petit garçon qui n'arrive pas à lire parce qu'il est dyslexique. Et du coup, les contes, quand sa grand-mère disparaît pas, mais elle meurt, il hérite de sa bibliothèque de contes où en fait il y a tous les premiers ouvrages de contes où les personnages sont vivants. Hein? C'est hyper chouette et c'est tout fond comme tout. Donc voilà, je suis fan de cette autrice et pour le coup, l'anecdote de ouf, c'est quand même que je me suis acheté un original de cette dame il y a maintenant 20 ans, mais qu'aujourd'hui j'en ai même une repro comme cadeau de Noël de l'année dernière de mon papa dans mon escalier. Donc voilà, j'aimerais beaucoup la retrouver et lui reparler parce que c'était ouf. Ça sera une sacrée anecdote à lui raconter quand même. Vous vous souvenez peut-être, il y a tant de temps... À tel endroit, parce que j'ai encore le nom de la galerie. Je c'était vous avais vraiment- acheté ma première édition de tel article, tel bouquin, franchement. Ouais. C'était La Princesse, c'est ça? Non, la Non. princesse, elle était déjà sortie, elle avait juste vendu des illustrations comme ça, un peu random. Et nous, on avait acheté une espèce de salle de trône Mhm. avec un petit roi sur son trône. Ma mère en avait acheté un, moi j'en avais acheté un. Et aujourd'hui, ils sont toujours chez nous à trôner. On a même une repro de la couverture du Cyrano et tout. On est fan avec ma mère. Et du coup, ouais, c'est assez drôle. Et sachant qu'en plus, le livre des princesses, mon deuxième chien l'a bouffé pour faire ses dents, donc on était un peu vert. Mais voilà, c'est des artefacts magiques. Et donc du coup, depuis le début, tu nous as sorti maintes et maintes BD. Mais pour toi, quelle est la BD à lire absolument? The BD, celle que... Ah, ça dépend pourquoi, mais en soi, moi, ma BD préférée, ce que je t'ai dit, c'était Le carnet de santé foireuse de Polza. Après, une des révélations de ces derniers temps, j'ai beaucoup aimé Le Jardin, parce que je trouvais que ça très doux, mais je l'ai pas là parce que je l'ai prêté à Enola. Je vais vous le trouver en image pour voir ce que ça donne à peu près. Qu'est-ce que j'ai découvert d'assez fou ces derniers temps? Vert, c'est pas mal, je l'ai pas fini, mais je trouve vraiment qu'il y a un côté écologique différent par rapport à... Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, franchement, c'est très très beau. J'avais une Et en soirée. plus, faut savoir qu'elle a tout fait à la main. Enfin, c'est pas du tout de l'ordi. Elle a fait tu sais, le fusain, elle l'a écrasé. Et en fait, elle a un petit pinceau. Et elle vient mettre ses ongles comme ça. Alors, autant te dire, j'ai essayé, j'en ai foutu partout. C'était dégueu. Il y en avait partout. Mais voilà. Et après, la BD à lire. Franchement, faites confiance à votre instinct. Vous allez dans une bibliothèque. Alors, s'il vous plaît, allez dans une librairie indépendante. Arrêtez d'acheter sur Amazon, merci. Mais allez-y à l'instinct et... Généralement, l'instinct est plutôt bon à ce jeu-là. Hop, celle-là. Tu vois ou pas? Donc, elle me dit rien. Non, vous avez pas? J'ai pas une grande culture BD, moi aussi, faut dire. Donc, c'est Le Jardin de Gaël Guénilleur, ou Génilleur, je ne sais pas comment le dire. Et en fait, ça parle d'un jeune homme qui a été éduqué dans une maison des plaisirs élégantes de Paris, où elles ont toutes des noms de fleurs. Et le dessin est tellement doux. Et en fait, ça parle de recherche d'identité parce que ce jeune garçon se met à se produire sur scène comme s'il était une fille. Et il rencontre un certain succès, notamment auprès d'un jeune homme. Mais c'est une histoire d'amour qui est toute douce. Et en même temps qui est d'amour, mais quand je dis d'amour, c'est pas forcément couple, c'est d'amour en général. Et les couleurs sont... là, on parlait colorimétrie. C'est simple, mais d'une efficacité. Voilà, donc j'aime beaucoup. Puis sinon, les naufragés du Jakarta dont j'ai déjà parlé. Voilà.
Puis après les classiques que je citais également. Bon, bah on va finir là. Un dernier mot pour les auditeurs. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, parce que c'était long.